Mbote mbote Bazola Mpangi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Je suis occupé de faire les derniers règlements là. Je ne maîtrise pas encore. Mbote Bazola Mpangi. Donc voilà, je pense que c'est bon là. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que les sons passent très bien? Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc désolé pour le retard. Rendez-vous c'était à 20h. Donc là, c'est 20h07. 7 minutes de retard. Donc, désolé le Pangui. Le temps que je maîtrise StreamYard et que je me prépare pour ces Kaboula magnifiques. Et je crois que c'est diffusé sur Facebook, Instagram, normalement. Voilà, Matondo Bamingi, Matondo Bamingi. On va commencer dans deux, trois petites minutes, hein, le temps que tous les pangs viennent. En même temps, je profite pour faire les derniers règlements. Voilà. Mbote Mbote Bazola Mpangi, donc Matondo vraiment d'être là, Matondo d'être présent, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir, surtout que pour la page YouTube, ça fait à peine quelques jours hein, qu'il a été activé vraiment, grâce à la communauté, la famille Kimonto qui s'est mobilisée pour avoir 50 abonnés pour pouvoir faire un live. Mais j'ai eu les doubles en moins de 24 heures. C'est le bonheur. Donc, Matondo Wamingi pour ça, Matondo Wamingi pour la force, pour l'énergie et à la famille. Donc, on va commencer les Pangui. Avant de commencer, en tout cas, l'idée ici, c'est de faire mon Kaboula multidimensionnel je vais un peu raconter mon parcours. En tout cas, mon parcours dans, disons, plutôt dans la ville de Belgique, Bruxelles. Et l'idée ici, c'est pas de faire l'apologie du crime. Hein. C'est pas le but du tout de faire l'apologie du crime, mais au contraire, c'est vraiment faire un partage qui montre justement comment les guides peuvent changer ton destin, bousculer ton destin. Et que quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'on n'est jamais seul. On n'a jamais été seul. Ça, c'est vraiment une certitude. Euh, on est toujours accompagné, on est toujours soutenu dans, 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 dans ce qu'on fait. Même quand on prend des routes un peu, des chemins un peu bizarres, mais en tout cas, il y a toujours des guides qui sont là, qui attendent les bons moments parfois. Et voilà, pour nous, comment dire ça, pour nous donner les petites claques pour nous réveiller, en fait. Donc moi, en tout cas, c'était mon cas. C'est pour ça que aujourd'hui, en tout cas, c'était le moment pour moi de faire ces partages. Ça va me permettre vraiment aussi me guérir. Ça va me permettre de me guérir et de passer vraiment à autre chose.
Et donc, comme je disais, l'idée, c'est pas d'aussi vexer les gens, vexer aussi des familles aussi, parce que mon histoire, elle est compliquée, hein. Vous allez voir, quand je vais commencer à raconter, elle est un peu compliquée. Et l'idée, c'est de pas aussi de culpabiliser certaines personnes aussi. Donc, je vais aller dans les, je vais pas aller dans tous les détails, en fait, quand je vais raconter. Je vais pas aller dans tous les détails parce que c'est pas le but, mais je vais quand même raconter, en fait, les gros moments. Et même ces gros moments-là, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je me dis, là, je ne sais pas comment les guides vont m'accompagner. En tout cas, je vais raconter. Et puis, si ça ne se termine pas, ben, on fera une deuxième partie. Mais sinon, si tout va bien, ben, on aura l'occasion justement, après les Kaboulas, de voir si ça vous intéresse, s'il y a des Pangis à qui ça parle aussi, cette histoire, et de venir aussi sur le plateau pour faire les Kaboulas. Donc c'est ça l'idée. Et après, évidemment, je vais parler aussi des centres Kisalou. Centres Kisalou que les guides m'ont permis aussi de canaliser. Et, et donc voilà, Champagne, Maton de Wamingi, je vois que vous êtes nombreux. Ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir. Et donc on va commencer. Et alors peut-être dites-moi, vous venez d'où? Vous êtes d'où? Dans quel coin de la planète? Comme ça, on peut se dire bonjour. Je vois beaucoup de Pangui, hein, que je reconnais pas mal de noms, beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Ça fait vraiment plaisir. Donc, les Pangui, vous êtes dans quel coin? Dans quel coin vous êtes? Dites-moi un peu. Oui, la Guadeloupe. La Guadeloupe est présente. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La Martinique est là. Ça fait plaisir. Beauté, les Pangui de la Guadeloupe, de la Martinique. Martinique. Papado de Martinique. Ah, les mamans, maman Maryse, hein, les mères sont là, magnifique. La France, les voisins, Canada, papa Armand, Matondo. Oui, la Belgique, maman Solange. Ok, maman Cynthia qui est là, France, ça fait plaisir. Montréal, Canada, ça fait plaisir. Maman Miguel de la Martinique, Matondo, maman. Ah, Centre Kimutu Matondo, on est là. Ben oui, ça c'est mes mamans qui me donnent la force, Matondo en tout cas. Ah, New York City. Oh là 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 là. Ah, ça fait plaisir. Magnifique, magnifique. C'est le feu. Magnifique, magnifique. Matondo, vraiment Matondo. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Ça me fait. Vraiment, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et donc, oui, on va y aller. Donc, je vais commencer mon Kaboula. Et donc, je vais faire étape par étape. Il y a aussi des parenthèses, hein, des parenthèses. Donc, pour en tout cas les Pangs de Kimuntu, comme vous savez, euh, nos corps sont des véhicules. Donc, oui, je tenais à préciser vraiment tout ce que je dirais comme langage aussi. Pour les Pangui, en fait, qui trouveront ça un peu bizarre, un peu suspect. Donc, franchement, je vous conseille de faire un tour au site donc, kimuntu.com. Donc, c'est le site de l'école Kimuntu qui va vous permettre aussi après de comprendre un peu les fonctionnements de l'école, notamment de vous inscrire si, en tout cas, ça vous parle, cette philosophie, ces enseignements au campus qui vont me permettre en fait vraiment de suivre les cours. Donc, tout ce que j'essaierai de dire, c'est des connaissances que j'ai acquis à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation des consciences. Donc, canalisé, guidé par notre cher Ntumwa, Ntswadi Kimbazi. Donc, des connaissances longtemps cachées, qui aujourd'hui, Tanguy Foueni, donc le temps est arrivé pour, euh, pour, euh, pour nous, en fait, de mener ces combats pour l'éveil des consciences et pour principalement nous guérir et guérir Maman Toto, guérir la terre pour les Kunaka, donc pour l'ascension de la terre. C'est ça la grosse mission. Donc faire ascensionner non seulement
chaque individu, mais toute la terre avec nous. Donc pour ça, c'est un qui ou c'est un travail qui s'arrête pas, qui a commencé et qui va s'agrandir de plus en plus. Donc je disais, oui, du coup, il faut savoir que l'école Kimuntu nous enseigne que voilà, nos corps sont des véhicules. C'est important que je précise ça parce que par rapport à ce que je vais raconter, vous allez comprendre que voilà, à chaque instant, imaginez une voiture qui peut être conduite par plusieurs personnes, parfois par plusieurs personnes, parfois par une seule personne. Et cette personne même qui est dans cette voiture peut se faire éjecter des forces ou par son choix. Et une autre personne peut prendre la place. Vous imaginez un peu les scénarios. Donc, s'il y a une voiture, et puis parfois, il y a une personne qui est hyper soignée, hyper propre, et puis il va rentrer dans cette voiture, il se rend compte que cette voiture, je ne sais pas, j'exagère, ça pue la drogue, ça pue l'alcool, il y a des canettes partout. Donc, ça ne donne pas envie de rentrer dans cette voiture. Et cette voiture peut attirer justement des gens qui ont un peu ces profils-là, les fumeurs, les buveurs, ben, ils disent, bah, tiens, c'est la bonne voiture. Donc, l'idée, en fait, c'est que si nous, on est ces voitures-là et qu'on veut être guidé par cette personne qui est soignée, qui est propre, ben on doit auto-nettoyer la voiture. En fait, c'est-à-dire que, ou alors laisser les spécialistes des nettoyages travailler sur cette voiture pour que cette voiture soit clean, pour permettre en fait cette personne qui est plutôt soignée, plutôt propre, bon comportement, de s'installer dans cette voiture. C'est un peu ça en fait notre corps à nous. Et donc, on est sans cesse euh, habité. Ça veut dire qu'en fait, on est guidé par un esprit sain, propre, euh, ou alors on est possédé, donc par une entité de désordre. Donc il faut savoir que dans notre réalité, en tout cas, il y a deux groupes. Il y a les groupes de l'ordre et puis il y a les groupes de désordre. Donc nous, à l'école Kimuntu, nous appelons, donc il y a les matiques, il y a les estéphétiques. Et donc, et notre corps, notre nitu, c'est les combats en fait. Soit souvent tu te connectes à des forces néfastes et céphétiques, soit tu te connectes à des forces matiques. Mais ça, c'est en fonction de ton taux de vibration, c'est en fonction de ton niveau de conscience, c'est en fonction de comment elle est ta voiture en fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, notre mission ici, c'est justement c'est de faire un travail sur nous. Donc, travailler sur nous, ça veut dire c'est vraiment faire des nettoyages, purifier notre corps, de sorte qu'elle soit, les taux de vibration augmentent et ça permettra en fait à des entités, des énergies matiques de pouvoir prendre le contrôle. Et donc, ça veut dire qu'en fait, que ça soit l'énergie des... Si tu es en joie, c'est un monde. Il y a une énergie, il y a un Kimbasi, il y a une entité en fait de la joie qui existe. Si tu es en colère, alors toutes les émotions que tu peux imaginer, il y a des êtres derrière. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, cette introduction, ça vous permettra en fait de voir aussi, au fur et à mesure des étapes de ma vie, ben, justement, il y a eu soit des habitations, soit des possessions. Et le but, justement, c'est de travailler pour pouvoir nettoyer tout ça. Donc, les sales qu'on a à faire, parce que, voilà, on vient de loin. Il faut savoir qu'on a chuté. Donc, on a chuté. Il faut se référer à des cours Kimuntu, Kinkulu Kieto. En fait, si vous voulez, l'école Kimuntu, Matondo Antou Mantuadi, nous a tout donné, point de vue enseignement. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment prendre ces enseignements et expérimenter ça, en fait. Donc voilà.
Donc nous venons d'ailleurs, nous avons chuté. Et suite à cette chute, ça a causé beaucoup de torts, ça a fragmenté notre ADN. Et pour pouvoir en fait retourner d'où l'on vient, on a un travail à faire, un travail énorme de nettoyage, de purification de l'ADN et de toute la lignée. Donc, c'est-à-dire des ancêtres qui ont été là avant moi, avant moi, avant moi, avant moi, avant moi. Et donc, et c'est ce qui fait qu'en fait, si on est dans cette réalité, cette réalité, en fait, c'est la prison. L'enfer, c'est ici. L'enfer, c'est ici. Donc, et ce qui fait qu'on revient à chaque fois parce qu'on a encore du travail à faire. On revient à chaque fois parce qu'on n'a pas encore accompli les missions qu'on se donne en fait avant de se réincarner. Et une fois qu'on se réincarne, on rentre dans cette réalité, on est tenu par des forces du mal, donc des icéphétiques, des énergies des Shintaori qui nous captent. Et leur mission, justement, c'est vraiment nous déconnecter de notre matrice de l'âme, de nous rendre vraiment, de ne plus nous rendre des êtres divins. C'est la mission. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu, il faut apprendre à jouer, il faut savoir jouer. Et, donc, et puis quand on prend des enseignements qui montent tout, on avance, ben, on apprend à jouer, on comprend la chose et on est beaucoup plus apaisé. Donc voilà, donc moi je suis Ngama Inko Garcia, donc élève à l'école initiatique Kimontou. Donc je suis Ngambazi, donc maître médium, pour qu'on se comprenne en français. Et je vais vous parler de moi d'avant, avant que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc moi, je suis d'Angola, je suis né en Angola. Je suis donc ma mère est des provinces des Zaïre, donc c'est en Angola. Donc là où c'est en Banza, Congo. Ma mère elle vient de là. Mon père il vient juste à côté de Ouige, qui aujourd'hui est dans un petit village aussi qui s'appelle Makela do Zombo. Et donc voilà. Et avec la colonisation, donc on dit, ouais, mes parents, c'est des Bakongo. Mais ce n'est pas les vrais Bakongo là qu'on parle. Parce qu'il faut, Congo, il faut savoir que c'est un État. Congo, c'est un État. Et donc, aujourd'hui, être au Congo, c'est plutôt une ethnie, etc. Donc, il y a beaucoup de manipulations, justement, de l'ordre séphétique. Donc, disons, donc, je viens de là, d'une lignée des familles Congo. Et donc, et après, donc, je suis né en Angola, donc j'ai grandi là-bas, à Luanda. Et puis, je suis venu en Belgique. Alors, quand je suis venu en Belgique, en fait, ça m'a, comment dirais-je ça? Ça m'a déjà brisé, en fait, sans que je me rende compte, hein. Le fait que j'ai quitté l'Afrique, je pense que c'est quelque chose qui m'a brisé déjà. Mais je ne me rendais pas compte de ça. Parce que j'arrive ici, j'ai plus de repères. Il faut comprendre le système Belgique et les conséquences qu'il y a eu avec moi. En fait, j'ai perdu, je crois que la moitié de la mémoire, en fait, vraiment de mon enfance en Angola. J'ai des petits fragments, hein. J'ai des petits fragments, je sais savoir plus ou moins quand j'avais tel âge, plus ou moins quand j'avais tel âge, mais la majorité, vraiment, je ne peux pas décrire vraiment mon enfance complètement, parce que je pense que ces voyages, c'est quelque chose qui m'a brisé énormément. Et donc, et c'est maintenant que je me rends compte, hein, je me rends compte, en fait, je ne me souviens pas vraiment comment j'étais quand j'étais petit, à part des petits moments bien précis, oui, mais vraiment détaillés, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est trop chaud. C'est trop chaud, c'est vraiment des vagues souvenirs qui me reviennent en fait. Et donc, ça, je sais que c'est lié vraiment avec ces voyages. Donc, c'est quelque chose qui m'a déraciné.
voilà, qui m'a déraciné de la terre des ancêtres. Mais quand je suis arrivé, je ne me rendais pas compte, hein. Vous savez bien, c'est un peu les rêves de beaucoup d'Africains, en tout cas à mon époque, hein. Parce que bon, moi, je suis né en 1987, donc j'ai 36 ans. Là, je vais sur mes années de 37 ans. Donc voilà, je suis arrivé, ben, à l'époque, c'était bien, hein. Venir en Europe, c'est un bon plan et tout. Donc la famille était contente, bien que d'autres membres de la famille n'étaient pas très contents, n'étaient pas très chauds. Donc pour moi, c'est cool. Mais en même temps, j'étais déjà un enfant brisé. Il faut s'intégrer, comprendre les Français. Alors que moi, déjà, je venais, dans ma famille, c'est plutôt. Donc, à l'Angola, c'est portugais. Il faut savoir que c'est portugais. C'est une colonie portugaise. Et c'est une colonie portugaise tellement qu'ils ont été aussi beaucoup des chicottes. L'indépendance d'Angola, c'était dans les années 1975. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, les Angolais, on était tellement quand même brisés par la colonisation. Donc, je précise, hein, comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de conflit. Moi, je parle vraiment selon mon vécu, mon vécu, mon expérience en moi, hein. Après, peut-être il y aura des discours qui peuvent changer en fonction de chaque Pangui, en tout cas, qui vient de la même zone géographique que moi. En tout cas, je pense que les Angolais, on est un peuple, en tout cas, fait, toute l'Afrique est brisée, hein, mais moi, je parle vraiment des cas Angola. Il faut savoir que les cas Angola, c'est des pays qui ont vécu, ils ont vécu de 30 ans de guerre, 30 ans de guerre civile. Et pendant un moment en Angola, il y avait plus de personnes sans jambes que des personnes avec les jambes. Vous vous rendez compte? Donc, c'était un pays qui, à cause des anti-mines, tous ces mines-là, etc., etc. Donc, c'était vraiment très, très chaud. Et, enfin, donc, je reviens un peu en Angola pour que vous compreniez un peu l'atmosphère de mon caractère aussi à l'époque, hein, chaud bouillant. Chaud bouillant. Pourquoi chaud bouillant? Parce que la mentalité des Angolais, c'est ça. Les Angolais, comme j'ai dit, je précise, je parle pour moi, donc je ne veux pas heurter les gens. Les Angolais, ils ont vécu, en tout cas, ils ont eu beaucoup de guerres. Et c'est un peuple qui a grandi avec un état d'esprit guerrier, mais guerrier iséphétique. Guerrier, mais guerrier iséphétique. Ça veut dire que moi, j'ai grandi dans un quartier où tout le monde a des flingues, tout le monde a des kalachnikovs, c'est normal. C'est rien, c'est banal. Mon père, les soirs, de temps en temps, il sort la kalachnikov, ta, 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 ta. Il tire les soirs, c'est normal. Donc, d'ailleurs, donc je reviens pas encore à Belgique avant de retourner en Angola. D'ailleurs, c'est ça que quand je suis arrivé en Belgique, j'étais toujours surpris quand il y avait un bruit, quand ça faisait genre des pétards, les gens étaient surpris. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais nous, les Angolais, tellement qu'on a grandi avec des tirs dans la ville, surtout à Luanda, ça tire. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, ça tire comme pas possible. Donc c'était normal d'attendre des bruits. C'est normal pour nous. Et à mon époque, quand j'étais en Angola, les policiers, il faut savoir, les policiers n'avaient pas des pistolets. Les policiers n'avaient pas des pistolets, donc ils marchaient avec des kalachnikovs, c'était considéré comme leur pistolet. Donc, donc excusez-moi. Donc c'était chaud. Les policiers marchaient avec des pistolets. Et, et pardon, et puis avec des pistolets. Les policiers marchaient avec des kalachnikovs, c'était leur pistolet. Donc et voilà, et après, il y a plusieurs scènes, c'est-à-dire qu'en Angola, c'est un peuple où la violence, c'est vraiment banal. C'est très banal, la violence, c'est quelque chose de banal. C'est-à-dire qu'on a grandi, c'est des familles, tu vois, qui se battent. Il y a un embrouille des familles. Dans un tel quartier, les gens s'embrouillent. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, dans telle famille, ils embrouillent, ils battent. Chacun ramène ses frères, ils se battent. Et puis quand ils se battent, ça fait il y en a qui viennent avec des machettes, il y en a qui viennent avec des couteaux. Et c'est pas pour décorer, hein. C'est pas un peu plus vers les centres. Souvent, les gens ils aiment faire des trafics d'influence. Là, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, si tu te fais taillader, tu te fais planter. Donc, c'est banal. C'est très, très banal pour les Angolais, en tout cas à mon époque, là, dès qu'il y avait des conflits. Et en plus de ça, moi, comme je viens justement du nord, ouais, plus ou moins, en tout cas en haut de l'Angola, donc ma famille, hein, mon père et tout, hein,
vers la frontière entre, justement, vers la frontière entre les deux Congos. Donc, c'est à l'époque, hein, c'est-à-dire que c'était le même peuple qui a été coupé, tac, tac, par hasard, qui a fait qu'en fait, certains se sont retrouvés vers l'Angola, certains vers les Hauts, etc. C'était comme ça. Et donc, on a eu quand même beaucoup d'attaches avec ceux qui sont d'en haut. Et c'est aussi notre mentalité. Et nous, donc, voilà, c'est notre langue, c'est les Kikongo, plus les Lingala. Et on voyait la différence entre ces Angolais qui venaient plutôt d'en haut et ceux qui étaient entre les centres et les bas. Et, et donc, on nous appelait des aérens. Parce que pendant la guerre, moi, en tout cas, ma grand-mère, c'est la génération pendant la guerre. Ils sont partis au Congo. Ils ont même eu des enfants au Congo et puis ils sont revenus en Angola. Donc, on les appelait les régressados, c'est-à-dire les régressés. Donc, il y avait déjà un conflit entre les Angolais d'en haut et ceux d'en bas. Donc, déjà, ils ne s'aimaient pas. Et ceux d'en bas, ils étaient beaucoup plus attachés au portugais. Il faut savoir qu'en Angola, il y a plusieurs langues, mais le portugais domine. Ça veut dire que la langue officielle, c'est le portugais et puis c'est tout. Alors que dans d'autres pays, vous verrez bien, hein, il y a soit les français ou l'anglais, mais ils ont quand même une langue qui parle aussi officielle. Par exemple, au Congo, RDC, il y a les Français, mais il y a les Lingala qui est quand même parlé. Le Congo-Brazza, c'est pareil. Il y a aussi les Kikongo, les Lari qui est parlé couramment. Mais en Angola, il n'y a pas ça. En Angola, c'est quel portugais. Et les Angolais d'en haut, quand ils parlaient le portugais, leur accent les trahissait aussi. Donc, il y avait pas mal de choses qui faisaient qu'en fait, déjà, on était dans une atmosphère, en fait, de détestation, en fait. Et puis, il y a eu ces phénomènes, en fait, aussi, où la violence, enfin, en tout cas, déjà, vous savez comment ça se passe en Afrique. Hein. C'est-à-dire que l'autorité, c'est l'autorité, la violence policière, c'est quelque chose de trash. Donc, en Angola, la police arrive, en fait, on te parle une fois, deux fois, tu chipotes, on t'allume, ta, 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 ta. Tu vois, c'est pas on t'embarque, on va te ramener là-bas. Non, il t'allume direct. Il t'allume, il te tire dessus. Il te tire dessus, direct. Donc, c'est c'est chaud. C'est chaud. Excusez-moi les Pangui. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne en même temps parce que. Ok, donc c'est chaud en fait. Et, et, et donc, voilà. Oh là là, ça avait coupé. Est-ce que vous m'entendez les Pangui? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce qu'il y a une coupure. Ah oui, désolé, je crois qu'il y a une coupure, mais bon, je ne sais pas comment on fait, mais on m'a dit il faut partager, liker. Hein. Vous voyez bien hein, que ça commence à peine, ils veulent déjà embrouiller les choses ici. On ne va pas lâcher, hein, on va pas lâcher. Donc, oui, j'étais vraiment. Donc, je parlais donc d'abord de la mentalité un peu des Angolais. Et puis, on a eu quelque chose de très, très, très compliqué en Angola aussi. C'était, on a commencé à détester en fait nos voisins. Parce que vous savez, diviser pour mieux régner, ça fait un moment que ça existe en Angola. C'est vraiment un truc. Donc, il faut savoir qu'on détestait les Congolais, mais vous ne pouvez pas imaginer.
Les Congolais, on les appelle des Zaïrens. Ça veut dire, je ne sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire en réalité, mais en gros, on dit Zaïrens comme Pessoa, c'est-à-dire les Zaïrois qui mangent des gens. Pourquoi? Parce que les Congolais, ils mangeaient des singes et les Angolais trouvaient ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment une détestation et souvent à l'époque, aujourd'hui, vous voyez bien l'équipe d'Angola, par exemple, tout ce qui est foot, sport et tout, vous voyez bien que maintenant, il y a des noms à connotation africaine. Il y a beaucoup de noms, des Dongala, des trucs comme ça qui rentrent, mais avant, c'était impossible. Ça n'existait pas. Il fallait s'appeler Francisco Miguel Juan ou OK, là, tu es dans le game. Donc, ce qui fait que non, déjà, les Angolais d'en haut étaient considérés comme des Congolais, donc, et même des vrais Angolais qui ne sont même pas Congolais, entre guillemets, dans ces concepts-là, mais on était déjà mal vus. Et en plus de ça, les vrais Congolais des Congo, là, c'était chaud. C'était chaud pour eux parce qu'ils étaient vraiment détestés en Angola sur des faux débats. Et ils avaient cette mentalité-là. Et jusqu'à aujourd'hui, même, c'est resté encore. Moi, quand j'appelle la famille en Angola, par exemple, étant donné que moi, on travaille sur, je fais un qui sale sur moi, et ils vont essayer de parler en portugais. Bon, moi, le portugais, c'est vrai que je comprends plus que je parle. Alors, parfois, je dis, ben, je parle à Lingala. Je dis, ah, mais à grand frère, tu parles Lingala, hein? Tu es un peu comme un Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. C'est comme on dit, c'est génétique. Il y a encore un travail énorme à faire. Il y a toujours un côté où, voilà, les Congolais, c'est, voilà, tu vois, on se moque un peu. Et, et donc, voilà, comme ça, vous connaissez un peu les contextes, un peu comment ça fonctionnait, en tout cas, mon enfance, en tout cas, la mentalité qu'il y avait dans mon environnement, en tout cas, en Angola. Ah là 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 là, les games durs, les pangui, likez, si, comme ça tient bon. Mais on va pas lâcher, hein. On est des guerriers déterminés, on va pas lâcher, on va aller jusqu'au bout. Mais je vois, c'est chaud. Pourtant, comment dire, StreamYard, bonne qualité. Enfin, j'ai pris un abonnement, bonne qualité. Normalement, tout est nickel. Chez moi, la connexion est assez bonne. Vraiment, tout est carré. J'ai préparé ça vraiment pour que ça soit carré, mais je vois que ça chipote un peu encore. Mais ça va aller. Ça va aller. Donc, les Pangui, donc je disais, voilà, on était en Angola. Vous voyez la mentalité, comment c'est. Et puis, donc, moi, j'arrive en Belgique. J'arrive en Belgique. La mentalité belge, je suis, pas, je suis brisé, mais je ne suis pas déraciné. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en Angola aussi, on a ce qu'on. Voilà, les Angolais sont. Ils ont un côté un peu. Ils pensent quand même qu'il faut vivre comme des Occidentaux, hein, pour être. Pour, pour être bien propre, je veux dire, manger, couteau, nanana, tous ces trucs-là, c'est vraiment des naissances chez nous. C'est un classique. Voilà. Et vraiment, l'Angolais, c'est présente plutôt cette image-là où on est bien intégré. Ça veut dire qu'on fait comme les autres. Ça veut dire qu'on est bien intégré. Et tout ce qui est notre culture, c'est un peu. En tout cas, Luanda, je parle là. Je parle de Luanda, là où j'ai grandi. Je ne parle pas ailleurs. Donc, soyez bien clair. En tout cas, voilà. Il y a ce côté-là, voilà. Occidentalisation. Et donc, voilà. À ce niveau-là, ici, je ne suis pas dépaysé. Hein.
et même voir les Occidentaux, je ne suis pas dépaysé parce qu'en Angola, il y a aussi des Angolais comment on appelle ça, locodermes. Il y a des Angolais locodermes à l'époque de la colonisation, en fait, et de l'indépendance, ça a été négocié plutôt cool. Donc, ils sont partis, et puis d'autres qui étaient nés là-bas, ils sont restés là-bas, même, ils sont même jamais partis au Portugal. Et même à notre ère, je crois qu'il y a beaucoup de Portugais même qui vont en Angola pour demander leur asile. Leur asile. Donc voilà. Et alors, quand je suis arrivé, ça va. La difficulté, c'est apprendre la langue, c'est compliqué. Je fais de mon mieux. Et avec nos familles un peu brisées, trop brisées même. Donc, il n'y a pas cet intérêt, il n'y a pas cet intérêt vraiment d'accompagner les enfants. Hein. Et l'idée, c'est que les enfants, ils sont là, on va les mettre à l'école et puis ils vont se débrouiller dans l'espoir qu'ils deviennent des médecins. Ou, vous savez comment ça se passe chez nous, des médecins ou quelque chose de ce style-là. Et alors, comme je disais, l'idée ici, c'est je ne vais pas culpabiliser les gens, je ne vais pas citer des noms. Alors, c'est pour ça que moi, je vais parler de mes proches. Voilà, comme ça, l'idée, c'est, comme je disais, moi, ça, c'est très important. L'idée, c'est pas, parce que tout le monde a un moment donné va regarder la vidéo, l'idée, c'est pas que je dis oui, que les gens se sentent coupables, et aussi par ta faute, par tel. Donc, on est tout. En tout cas, je suis responsable de mon parcours parce que il a fallu que je veille au bon moment pour que les choses changent. Donc, tant que j'étais là-bas, tant que je vivais cette situation-là, donc c'était pas la faute des autres. Donc c'est pour, je sais pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. Et donc, quand on est arrivé ici, ben voilà, des situations de précarité, hein, vous savez, le minimum syndical. Et alors, je vois que ça bug encore. Je ne sais pas si vous m'attendez, les Pangui. Est-ce que vous m'attendez, les Pangui? Est-ce que vous m'attendez encore, les Pangui? Ah, donc voilà, on va continuer. On va pas lâcher, hein? On va pas lâcher les Pangui, on va aller jusqu'au bout, hein? On va aller jusqu'au bout, même si ça bug, on va aller jusqu'au bout. Et, et donc voilà. Et après, donc quand je suis arrivé, j'avais 12 ans, voilà, 12 ans, 12 ans. Scolarité un peu compliquée, justement, par rapport à la langue, etc. Mais j'étais quand même un garçon très posé, très calme. On dit de moi vraiment quelqu'un de. Il est gentil, il a un bon cœur. Donc voilà, je n'étais pas turbulent en fait. Je ne suis pas un turbulent du tout. Hein. J'étais vraiment quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un de cool. Donc à ce niveau-là, voilà, très respectueux. On peut compter sur lui, sur plusieurs plans. Et d'ailleurs, justement, hein, euh, souvent, notre génération, on était des générations justement où les enfants ont vite pris la place des parents dans l'éducation des plus jeunes, dans l'éducation des cousins, cousines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un phénomène de base normal, classique, où aussi, dès le jeune âge, il fallait faire aussi des tâches ménagères, accompagner, aider. Ça, c'est une bonne chose, je pense, quand même, qui m'a servi aujourd'hui dans ma posture, dans ma manière de vivre. C'était une bonne chose. Et alors, les Pangui, on commence à avancer un peu, on saute les étapes. Et puis, alors, à Bruxelles, il y a eu un phénomène qui a brisé beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, le phénomène des bandes urbaines, phénomène des bandes urbaines. C'est quelque chose qui a brisé beaucoup de familles, mais vous ne pouvez même pas l'imaginer. Enfin, il y a toujours pire ailleurs, hein, donc c'est pas l'idée. Hein. Je veux dire, on sait que ailleurs, mais dans notre réalité ici, c'était quelque chose de terrible aussi. Euh,
Ces phénomènes, comment, je parle d'abord, comment c'est venu ces phénomènes, pour que, en fait, je vous raconte comment moi je me suis retrouvé là-dedans aussi. Ces phénomènes, en fait, c'est venu, il y avait un film, c'est incroyable. Il y avait un film qui a astralisé, en tout cas, les gars qui étaient là à l'époque là. Ces films, c'était les Nunjak. Les Nunjak. Nunjak City. Tu vois, le film, c'est Nunjak City. Nunjak City, je ne sais pas si certains connaissent ce film, Nunjak City. Je ne sais pas, dites-moi si vous connaissez ce film, Nunjak City. Je crois que c'est ça, c'est le nom du titre, hein, Nunjak City. En tout cas, ce film, ça a astralisé beaucoup des, 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 les peuples noirs, Centrafrique, donc tout ce qui est Congo, RDC, Congo, Brazza et Angola, tout ça, ça a vraiment astralisé beaucoup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première génération des bandes de Bruxelles aujourd'hui, c'est des bandes qui doivent avoir franchement entre 50 et 60 ans. Donc entre 50 et 60 ans. Bon, peut-être ouais, franchement, oui. Donc, allez, ça va ouais, des 45 à 55, pour ne pas leur donner 60 ans. Des 45 à 50, à 55. Donc, vous imaginez, quand ça a commencé, peut-être moi, je j'étais encore en fin fond de l'Angola. Donc voilà, c'est les premières bandes avec des noms hyper connus ici. En fait, voilà, c'était pas non plus, c'était comment on dit, des bandes organisées iséfétiques. Bandes organisées iséfétiques. Et donc, par rapport à ces Nunjak-là, là, il y a plusieurs hiérarchies, si on peut hiérarchiser ça, hein, il y a plusieurs sous-bandes qui sont nées. Et je vous dis, franchement, ça s'est éteint plus ou moins. Techniquement, ça fait à peine même pas 2 ans, 3 ans. Mais pour que ça s'arrête, c'est une catastrophe, hein. Je dis ça s'est arrêté, mais ça ne veut pas dire que les activités, toutes ces mentalités-là est encore là, hein, parce que c'est juste, maintenant, ça fonctionne plutôt en quartier. Ça fonctionne en quartier. Comme un peu en France, les banlieues, telle banlieue avec telle banlieue. Mais à Bruxelles, en Belgique, ça fonctionnait sur des bandes, en fait. C'est-à-dire à Bruxelles, tu avais plusieurs bandes qui existaient. Plusieurs existaient. Et donc, vous voyez, hein, si on doit faire les liens avec les alliances, tout était un problème d'alliance. Et quand je dis, en fait, tous les bandes, ils avaient des alliances symphétiques, mais c'était quel égrégore qui était derrière eux. En fonction de ça, ça fait beaucoup de dégâts, mais voilà, on va avancer là-dessus, hein. Donc, ouais, les phénomènes de bande qui est venu, donc les Nunjak, c'était les premiers, c'était chaud, et puis il y a plein, donc c'est pas intéressant que je commence à citer leurs noms, hein, c'est pas le but, comme je disais, c'est pas le but, mais en tout cas, moi, sans les vouloir vraiment, par rapport à mes proches, mon entourage, des amis, qu'on fait confiance. On est encore, on est ado, donc on papote, on parle, on s'aime, on se fait confiance. Et moi, j'ai une mentalité vraiment justement de quelqu'un de très fidèle. Je fais confiance, j'aime les personnes qui me respectent, qui me considèrent. Et rappelez-vous, mentalité iséfétique angolais. Donc, ça veut dire mentalité séphétique angolais. Je suis en mode super guerrier dans le sens, je cherche pas des problèmes, mais si tu cherches des problèmes avec moi, c'est chaud pour toi. Parce que je préfère, je suis un homme d'honneur en fait. Je suis un homme d'honneur, mais c'est fétique. Je suis un homme d'honneur, ça veut dire que c'est chaud pour toi. C'est-à-dire que je peux dormir, je pense comment je vais faire un plan pour toi parce que tu m'as provoqué. Mais c'est pas moi qui va te provoquer, mais tu m'as provoqué. Donc j'ai réfléchi comment, quels sont les plans que je vais mettre en place pour t'atteindre. C'est ça en fait. Pourquoi? Parce que l'ego.
l'ego a pris une place énorme dans ma vie. Vraiment, pendant l'étape bande, mais quand je vous parlais d'étape incarcération aussi, c'est bizarre, comme on dit, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut calmer l'ego, essayer de trouver un équilibre. Parce que l'ego aussi a joué un rôle important pendant mon incarcération. Pendant mon incarcération. Très important. Et ça, vous allez comprendre pourquoi aussi. Donc, on revient sur les bandes. Euh, on- donc, on revient sur les bandes et je me suis retrouvé là-dedans. Je me suis retrouvé là-dedans avec mes proches. Voilà, donc il y avait une bande qui a traumatisé pas mal Bruxelles dans beaucoup des choses négatives, esthétiques. Donc, alors, je parle comme ça, c'est pas une fierté, hein, c'est vraiment pour dire que, pour raconter vraiment les Kaboula. Là, je suis dans le Kaboula, là, je suis vraiment en mode Kaboula pour comprendre comment je suis devenu Ngama Inko avec Zola. Donc, c'est pour ça que je suis clair, je suis assez direct pour que vous compreniez l'état d'esprit en même temps. Et donc, avec les proches, donc on se retrouvait dans ces bandes-là, et ces bandes s'appelaient les Black Wolves. Donc, les Black Wolves, c'est les loups noirs. Vous voyez un peu, hein? Les loups noirs. Alors, les loups noirs de Bruxelles, c'est un bande des jeunes. La majorité sont déstabilisés par leur parcours de vie, sont tous venus d'Afrique, Congo, Angola, Congo-Brazza, c'est un peu, en tout cas les Centrafrique. Il y avait même aussi des Burundais, tu vois. Et c'est des gènes tous brisés. Il y avait même certains, tout le monde a vécu des guerres à sa manière. Il y avait des enfants soldats. Tous ces jeunes-là, qui vivaient le mal-être, on s'est rejoints et on s'est rejoints. Il faut savoir qu'on ne s'est pas rejoints. Donc, ils sont rejoints et puis ça s'agrandissait en fait au fur et à mesure, hein. Et nous, quand on a débarqué avec donc, notre groupe de bandes d'amis aussi, avec mes proches, donc quand j'ai proche, vous voyez, hein, cousins, amis, on s'est retrouvés aussi, on a fait connaissance. Ah, tiens, ah, ok, nous aussi, on va faire partie. Ok, on fait partie, paf. Donc, on est des mineurs à cette époque-là. À cette époque-là, ben, je crois que c'est 14 ans, 13, 14 ans, hein. Donc, on est ensemble. Et donc, tous ces jeunes-là qui ont vécu des mal-être, c'est-à-dire que c'est souvent des jeunes qui habitent pas avec leurs parents. C'est souvent des jeunes, je disais, des jeunes qui habitent pas avec leurs parents. C'est souvent des jeunes qui, soit ils habitent avec un papa, soit avec une maman divorcée, soit ils habitent avec une tante qui, en fait, c'est leur maman. Vous voyez bien, dans les problèmes administratifs. Donc, c'est souvent des enfants aussi rejetés dans la famille. C'est souvent des enfants, en fait, qui, à un moment donné dans leur parcours, on les a fait comprendre qu'ils étaient des sorciers. Vous voyez, c'est toujours des cas comme ça. Et c'est ça, en fait. Et donc là, que c'était, et ces jeunes-là se retrouvent, ils forment ces gangs. Et ça, hein, c'est-à-dire qu'entre nous, on connaît déjà des profils. Il y a des traîtres, il y a des. Je parle comme ça pour qu'on se comprenne, hein, les Panguéens. Il y a des traîtres, il y a des balances, donc des indicateurs, donc des futurs indicateurs. Tous ces gens, il y a des gens qui sont vraiment bons, il y a des gens qui sont trop bons. Et du coup, vous allez voir, tous ceux qui sont trop bons, malheureusement, n'ont pas leur place vraiment parce que dans ce milieu-là, déjà, ils se mangent entre eux. Mais en fait, tout le monde ne s'aime pas. Mais la seule force qu'on avait, c'est en fait quand on se mettait en meute. Comme les loups solitaires, c'est chaud, mais quand ils sont en meute, ils sont très puissants. Et donc, quand on se mettait en meute, on était très puissant, mais effectivement. Et donc, c'était des guerres avec d'autres gangs.
des guerres avec d'autres gangs, euh, et des guerres avec d'autres gangs, ça se réglait avec des coups de couteau. C'était un peu la marque à Bruxelles. Tous les jeunes, c'était des bagarres, coups de couteau. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des gangs qui se faisaient des alliances et d'autres. Donc, il y avait Bruxelles était divisé en deux, en fait. C'est-à-dire, il y avait l'autre côté où c'était plusieurs gangs qui s'attendent bien, et l'autre côté, tu as plusieurs gangs qui s'attendent bien. Mais, par exemple, de notre côté, dans ces milieux-là, c'est un milieu très violent, hein. Il y a toujours des victimes, il y a ceux qui vont se faire racketter, il y a ceux qui ne se laissent pas faire, il y a ceux qui, il y a ceux qui, comment dire, ils font tout pour intégrer les gangs parce que c'est devenu un besoin. Même s'il y a des rejets, ils font tout pour intégrer un gang. Donc, ils sont prêts à tout, en fait. À faire aller, parfois, ça peut être, ben, tu dois aller voler quelque chose pour prouver que comme dans les films, quoi. Tu dois aller, sauf que dans les films, c'était, tu dois, je sais pas, tirer sur quelqu'un. Mais ici, c'était donc, tu dois aller faire quelque chose pour prouver, en fait, qui qui était digne, en fait. Ou alors, à force de faire, tu as une sorte d'acceptation. Pourquoi? Parce que, en fait, ça, c'est à l'intérieur des gangs. Parce que, aux yeux des gens, mais c'est tout le monde, des gens normaux, qui n'aiment pas les problèmes, ils étaient tous traumatisés d'office. Et quand tu attendais, ah, les Blacks sont là-bas, c'était catastrophe. Tu croisais quelqu'un, tu faisais le malin avec lui, et puis lui disait, il y a un problème, tu disais, moi je suis un Black Wolf, les mecs, ils s'excusaient déjà parce qu'ils sait que c'est chaud. Parce que le fait que tu pourrais mettre, il y a un mec qui a fait le malin avec moi, les soifs, la soif de faire du mal, c'était quelque chose de, voilà, c'était du, ouais, je sais pas si vous comprenez, c'est du vampirisme, c'est-à-dire vouloir faire du mal. C'était ça la marque de fabrique. C'est-à-dire que les gens, limite, on se voyait pas, chacun menait sa vie, mais quand il fallait, ils appelaient ça les descentes. Quand il fallait faire une descente quelque part, tout le monde s'est réunissait, tout le monde était d'accord. C'est le seul moment où tout le monde était d'accord. Vous voyez le niveau de la possession. Donc tout le monde était d'accord quand il s'agissait en fait d'aller faire la guerre. Et donc c'était ça, c'était des vengeances. Ah, on a planté un des nôtres et puis ah, on a planté un des leurs, etc., etc. Moi dans tout ça, comment j'étais? En fait, moi dans tout ça, j'étais un peu entre les deux dans le sens, en fait, je me suis retrouvé là parce que je suis entouré de mes proches qui sont là-dedans et qui certains sont trop déterminés, trop chauds et donc ils gagnent même au titre de réputation, donc ils gagnent les respects. Et les respects, ça se gagne comment? Ben, plus tu fais du mal, plus on te respecte, simplement. Si tu fais rien, t'as pas vraiment de respect. C'est vraiment ça. Donc, excusez-moi les bandits. Si tu fais rien, t'as pas vraiment de respect. Et donc, c'était ça l'atmosphère, en fait. Et, et à l'époque, on était tous mineurs. Donc, moi, comment je me comportais là-dedans? Moi, j'étais quand même. J'allais à l'école, tranquille. Vraiment, j'ai fait pas mal de choses, mais à ce moment-là, j'ai senti que quand même, j'avais aucune connaissance, mais je sais que les guides, ils étaient déjà avec moi. Enfin, ils ont toujours été avec moi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un plan qui s'est créé.
Ah, les Pangui. En tout cas, likez toujours, partagez les Pangui parce que je vois que ça persiste un peu, mais on va continuer, il n'y a pas de souci, hein. Il y a vraiment pas de souci, on va continuer. Et donc, Pangarma, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait des zones où on ne pouvait pas aller, en fait. On avait des territoires. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller voir une tante qui habitait quelque part l'autre côté parce que c'était chaud pour moi. Parce que même si tout le monde ne me connaît pas, mais il y a toujours quelqu'un qui va dire: Ah, ben tiens, c'est les frères d'un tel. Et là, je vais vous parler des deux choses, des pensées créatrices. Ouais, tout est lié, les pensées créatrices et justement et la possession. Parce que on était tous possédés par les entités de la colère, par les entités de la rancune, par les entités de la haine, les entités de la vengeance. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire que ces entités-là, elles étaient sur nous, ils buvaient. Donc ils ont fait un villa. Et les Grégor Black Wolf, quand il était balèze, il était trop balèze parce qu'en fait, plus les gens parlaient de ça, les gens craignaient, plus en fait, on devenait puissant. C'est-à-dire que, bon, moi je suis pas hyper grand, hein, c'est-à-dire que je suis à 1,75 m. Hein, c'est-à-dire que, ok. Les games est dur, les games est dur, les games est dur. Mais on va continuer, on va continuer. Donc, on a une parole. Et donc, oui, il disait donc, c'est chaud en fait. Plus les gens pensaient, plus les gens parlaient, et du coup, donc ça veut dire que je disais, oui, moi, tu croisais des personnes en fait, qui en fait, ils faisaient 2 fois ta taille, mais c'est des gens bien. Il suffisait même qu'ils sachent qui tu es en fait, ils tremblaient déjà en fait. Tu pouvais faire tout ce que cette personne, s'il faut même. Parce qu'il a peur de ramasser un coup de couteau. Il a peur de perdre la vie. C'était ça. Parce que la mentalité était tellement tordue, tellement euh, shintorisée, qu'en fait, quand on était en groupe, il n'y avait pas il y avait plus de conscience, en fait. C'était des véhicules sans pilote. Si, c'était piloté, mais piloté par des êtres très, très, très démoniaques. Ça veut dire que tu pouvais tabasser tout ce qui était présent, sans pitié. Papa, maman, si ton fils a un problème avec nous,
et que toi, les cousins que tu sais de négocier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de négociation. C'était ça, en fait, la mentalité. Ça, c'est avec des gens vraiment, mais c'est tout le monde. Et alors, là où c'était différent, c'était avec les autres bandes rivaux. Donc, vous voyez, des groupes chinoisés, démoniaques, qui se battent, vous allez être surpris sur quelque chose qui n'a pas de sens. On ne sait pas réellement jusqu'à aujourd'hui, en fait, d'où ça a commencé. C'est incroyable, hein. Parce qu'il bon, y a les Nujak, et puis d'autres groupes, et qui, d'autres groupes, à un moment donné, ils se sont dit, ah, mais vous, les Nujak, etc., etc. C'est parti, vous, les Nujak, etc., etc. Et ça crée une scission, en fait. Mais c'est quand à l'époque, où je cherchais de comprendre, en fait, c'est quoi les causes, les débuts. Vous voyez, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Et même les Black Wolves, quand ils sont en guerre avec d'autres personnes, vous allez voir, souvent, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Souvent, c'est lié avec une fille. Il a dragué une fille un jour, nanana, nanana, alors la fille, c'était ma copine avant, et puis voilà, ça crée un truc qui dépasse l'attendement, ça a été trop loin pour ça. En fait, parfois, c'est ça, en fait. Les, trucs- les- souvent les problèmes. Et donc, ça arrivait à un moment, en fait, mais concernant en tout cas, donc j'allais toujours à l'école. Voilà, moi, j'étais vraiment entre les deux. Mais comme mon entourage était là-dedans, donc j'étais là, donc j'ai bénéficié du même respect. Ok. Moi, donc, je disais, donc moi, j'étais plutôt une personne, ben, je ne suis pas provocateur, j'abuse pas de ses pouvoirs, j'abuse pas vraiment du tout, je suis plutôt tranquille, je fais mes trucs. J'ai profité de ça aussi, ben, justement, par rapport à, à ma vie d'une manière générale, hein. C'est-à-dire que voilà, tu vois qu'il y a des gens qui aiment bien te parler parce que oui, tu connais un tel, tu connais un tel, donc voilà, je profitais de ça, hein. Et puis, et puis donc, j'ai eu aussi pas mal de confrontations, hein, là-dedans. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu aussi des. J'ai fait des descentes aussi, où voilà, je vous épargne parce que c'est pas intéressant vraiment. Il y a des descentes où aussi on a su des trucs, et on a fait des choses. Et puis là où ça devient du coup très dramatique, c'est que, alors pour qu'on se comprenne, hein, donc un jour, je me retrouve à l'école, je sors de l'école, parce que moi, j'allais toujours à l'école, hein. C'est-à-dire faut savoir que la majorité, en tout cas, de ces gens-là qu'on s'est fréquentés, il n'y avait personne qui allait vraiment à l'école. Donc, c'est-à-dire que l'avenir est incertain, comme on dit. Il n'y a pas d'avenir. C'est vraiment aller-retour, prison de mineurs, retour prison de mineurs. Il y avait une section, parce qu'il y a plusieurs sections. Il y a une section vol, section des voleurs. Il y a une section des braqueurs. Il y a des sections de gens, ils ne volent pas, ils ne braquent pas, mais c'est des costauds. Et ils aiment bien quand il y a la castagne. Et parmi ceux qui a la castagne, il y a des gens, c'est pas un castagnère, mais lui, c'est un pointeur, on appelle. C'est un pointeur, c'est-à-dire que lui, il vient, pendant que les autres se battent, lui, son boulot, c'est de mettre des coups de couteau. Et souvent, c'est des gens, tu vois, il est hyper mince, et il fait ça, mais voilà, parfois, c'est les plus dangereux. Les plus dangereux parce que lui, tu peux faire 2, 3 mètres, il n'y a pas de problème.
parce que lui, il va te sortir un truc et donc voilà, c'était ça en fait. C'était ça en fait. Et donc, et donc du coup, dans cette affaire, donc oui, moi déjà, euh, dans cette affaire, je sais, enfin, je sais, maintenant, je sais, à l'époque, je ne suis pas conscient. Il y a déjà une forme de possession qui est là, qui continue à s'agrandir. Tu vois, les énergies négatives rentrent. Et en tout cas, l'énergie, justement, cette énergie-là des, des faire du mal sous prétexte tu m'as fait du mal, donc je dois me venger et que c'est juste parce que je suis un homme d'honneur, parce que moi, personne peut, peut me déshonorer, parce que moi, c'est mon ego, hein, tu vois, c'est trop ridicule que quelqu'un ose me faire un truc, ou juste, vous savez, quelqu'un me tient comme ça dans la rue, que les gens voient, ça c'est un crime impardonnable pour moi. C'est un crime, c'est incroyable. Tu vois, vous voyez la fierté, l'ego qui est là, qui en fait fait que personne peut mal me parler. Juste parce que si tu me parles mal, ça peut mal se passer pour toi. Vous voyez les degrés. Et donc, déjà, si quelqu'un te parle mal, ça peut mal se passer pour lui. T'imagines si quelqu'un ose me toucher, c'est-à-dire même pas me tabasser, m'attraper, me tabasser, mais juste me toucher. C'est très, très, très grave. Vous voyez l'ego, l'ego, la possession à quel niveau il est. C'est-à-dire que c'est un niveau très, très puissant, en fait. C'est-à-dire que j'insiste là-dessus, comme ça vous voyez un peu le niveau. C'est-à-dire que je peux être là, je dis bonjour à quelqu'un et que je serre la main à quelqu'un, la personne, soit il ne me regarde pas quand il me dit bonjour ou il m'a trop regardé dans les yeux, c'est très grave. Je parle de moi, mais c'est un peu la majorité en général des gens. C'est très grave. Donc, on croise quelqu'un qui me connaît, il va dire ah, bonjour. Donc, je dis bonjour. Mais, et puis, tu peux tâter les niveaux en fait, de l'énergie que l'autre dégage. Si tu sens de la crainte, mais si tu es de mauvaise humeur ce jour-là, tu peux juste les dominer par la crainte. Voilà, tu parles mal. Et la personne n'a pas intérêt à réagir ou à vouloir résister. Donc, non seulement même s'il résiste et que parfois même ça peut aller vous tenir, et que tu te rends compte que cette personne même, il peut te tabasser physiquement, parce qu'il y a des gens, ils sont bien, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas dans les bandes, ils n'aiment pas des problèmes, mais c'est des gens où ils n'aiment pas se laisser faire. Et donc, si par exemple cette personne-là, il trappe quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un de notre clan, et que la personne sent qu'il n'est pas en sécurité, il peut dire, OK, il n'y a pas de problème, tu fais le malin, il n'y a pas de problème. Mais cette personne est en danger. Parce qu'il y a un plan qui va se préparer pour lui. Et au plus il résiste, au plus c'est dangereux. Parce qu'au plus il résiste, au plus ça finit toujours par un coup de couteau. C'était ça la mentalité. C'était ça la mentalité, triste réalité. C'était ça en tout cas ici dans la rue de Bruxelles. Et donc, ça a fait qu'un jour, moi, donc je sors de l'école et après, je croise alors dans le métro, parce que c'est toujours comme ça, hein, je croise dans le métro des personnes justement qui sont de l'autre côté, qui confrontation, etc. Dans le sens, comme je disais, un mois après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre les enjeux aussi. Parce que voilà, j'ai toujours aussi été quelqu'un de très réfléchi, c'est-à-dire que voilà, j'étais pas dans les voilà, j'étais pas dans les vols ou des braquages ou des agressions, ces choses-là, je suis pas là-dedans. J'étais vraiment l'ami, les bons potes, les bons amis, parce qu'il y a, il y a ma famille, mes cousins, nanana, les frères qui sont dans cette mouvance. Et moi, je suis une bonne personne, respectable, mais justement, s'il y a un problème, je vais aller, quoi, tu vois. Je vais pas faire, oh non, mais laisse tomber, c'est pas grave, laisse-lui, c'est pas grave. Non, 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 tu vois. Et ça, ok, on va régler ça. C'était ça, en fait, les trucs. Donc, moi, je fais partie de ce genre de catégorie-là. Donc, ce qui fait que non, j'étais pas trop traîné, hein. Et puis, donc, à cette époque-là, mais à cette époque-là, déjà, il faut savoir que euh, problème des familles, déjà, shitarisation. Donc, moi, je me retrouve dehors
parce qu'il y a un problème de communication avec la famille, les parents, les tantes, parce que voilà, il y a vraiment un problème de communication. Donc moi, je me retrouve dehors plusieurs fois, et ce qui fait que non, et puis donc je suis placé dans un centre. Donc là, j'habite dans un centre en fait. En ce moment-là, j'habite dans un centre avec d'autres jeunes, avec des situations compliquées, difficiles. Et, et donc, et à ce moment-là, je deviens majeur. Donc, je viens à peine d'avoir 18 ans et je suis en projet d'aller en autonomie. Mais mon projet se retarde, problème des papiers. Donc, à cet épisode, je n'ai pas raconté, c'est ça, hein, quand on arrive ici, les premiers combats des parents africains quand ils arrivent en Europe à mon époque, c'est lutter pour avoir des papiers. Donc, on était bien en Afrique normale. On arrive ici, on doit lutter pour avoir des papiers. Et minimum, dans les familles, pour avoir des papiers, c'est minimum, ça c'est vraiment, j'exagère, c'est minimum, j'ai dit 5 ans, mais en fait, c'est minimum, c'est 10 ans. Donc, il y a des gens, ils viennent en Europe, ils vont attendre au moins 10 ans pour avoir des papiers. Pour avoir des papiers, c'est quoi? Avoir les titres de séjour. Et puis, quand tu as les titres de séjour, c'est un autre combat pour devenir nationalité belge. Et les gens, ils font des fêtes quand ils ont leur titre de séjour, hein. C'est-à-dire que c'est le combat de leur vie. Et il y a des familles qui font des chantages même à d'autres. Et par exemple, il y a des mamans, par exemple, ils n'ont pas des parents. Et pardon, il y a des mamans ou des papas, hein, ils sont célibataires. Et puis, ils racontent quelqu'un, ça match bien entre eux, mais il va dire, je ne crois pas que je vais me mettre avec toi en couple parce que je pense que tu n'as pas de papier. Donc, du coup, pourquoi? Parce que soit il se dit, ben, la personne est là par intérêt, donc il veut juste se mettre avec moi pour qu'on se marie, pour avoir des papiers. Donc, ça, c'est un combat de dingue. Donc, moi, en étant mineur déjà, je ne connaissais pas ces concepts. Donc, il faut savoir que comme tu es dans. Quand vous arrivez, quand tu es mineur, donc tu dépends de tes parents. Et tant que tes parents n'ont pas de papiers, mais toi, tu n'as pas de papiers. Donc moi, donc ce truc-là, c'est après que je me rends compte, j'ai 18 ans, puis je dis, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, mais finalement, c'est chaud pour toi d'avoir un appartement parce qu'il faut ça, 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 et comme tu dépends de ta maman, tu n'as pas de papiers, donc ta maman n'a pas de papiers, donc tu n'as pas de papiers. Moi, je fais, ah bon? Maman Bombo, Mikanda, oui, les Mikanda, les docs, les docs. Oui, c'est ça, Maman Mouzima. En France, c'est pareil, hein. En Europe, c'est pareil. Il y en a même qui changent de pays, tu vois, il tente son coup là-bas, ça ne fonctionne pas, il va dans un autre pays, il tente son coup, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est les combats de leur vie. Il n'y a plus rien à faire, c'est avoir des papiers. Et même quand on a ces papiers-là, finalement, on a passé beaucoup de temps d'attente parce que tant que tu n'as pas de papier, tu ne sais rien faire en fait. Tu ne sais pas travailler légalement. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas faire en fait. Donc tu te débrouilles et tu dépends des aides. Et ces aides-là, c'est quelque chose qui te rend prisonnier en fait. Donc il y a des. Et puis parfois, ils payent les enfants, donc les mamans, ils sont là, ils dépendent, ou les papas, hein, je dis les mamans, mais les papas aussi, hein, ils se disputent pour avoir les sommes que l'État donne aux enfants. C'est énorme, quoi. C'est vraiment une triste réalité. Et ça, c'est souvent ici dans tous les pays d'Europe. En tout cas, c'est comme ça pour les Africains. Il y en a qui font des négociations, il y en a qui ils disent oui, mais moi, je dois venir dans un tel pays avec beaucoup d'enfants parce que avec beaucoup d'enfants, ben, j'aurai de l'argent, tu vois, pour survivre. Parce que je sais que si j'arrive dans ce pays-là, j'aurai pas de papier tout de suite. Il faut attendre 10 ans. Il faut attendre 10 ans. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il vit d'office dans la pauvreté. Hein? Comme on attend souvent ces témoignages, hein? De tout moi qui dit, il y en a qui finissent par balayer, faire des travaux, comme ils travaillent en noir pour, voilà, pour lutter, pour survivre en fait. Et ça se console après avec de l'alcool, ça se console avec de la drogue. C'est ça en fait. Et donc, ouais, cet épisode, j'ai oublié aussi de raconter. Donc, dans ces clans-là, dans ces bandes-là, tout le monde est buveur d'alcool. Ça va de soi. Et je reviens en Angola encore, entre parenthèses, je reviens en Angola. En Angola, c'est ça. C'est tellement eu des traumatismes et des guerres que génétiquement, déjà, les Angolais, on était tous des buveurs.
Enfin, je dis on était bon. Hein, à l'époque, je suis encore buveur, mais là, je ne suis plus. Mais je veux dire que l'alcool, c'est banal pour un Angolais. Il y a beaucoup de pays comme ça, vous allez remarquer, beaucoup de pays qui ont subi des chocs, souvent ben, se consolent avec l'alcool. Avec l'alcool, c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas beaucoup tout ce qui est cocaïne. C'est vrai qu'en Afrique, je dirais pas que c'est moins à ma connaissance, c'est moins parce que c'est aussi les climats, ça joue beaucoup. Il fait chaud et ça fonctionne beaucoup ici en Europe. Tout ce qui est drogue dure, vous voyez, comme ça, on ne censure pas. Tout ce qui est drogue dure, ça fonctionne beaucoup ici, ici en Europe. Mais là-bas, en Afrique, c'est vraiment, surtout en Angola, c'est la bière, c'est la base. C'est la base. Génétiquement, en fait, la majorité en tout cas, moi, je parle pour moi, la communauté, la majorité sont alcoolisés, c'est des alcooliques, mais ils ne se rendent pas compte. Parce que, allez, les Pangui, on continue, les Pangui, on continue. PSK. C'est ça, même si ça dérange, il s'est fait. PSK, PSK, les Pangui, on va arriver. Là, on a 1 heure, donc l'idée, maximum 2 heures, 2 heures et demie. Peut-être alors on verra pour la suite, mais ça va aller. On continue. Donc, oui, je disais, l'alcool, c'est terrible pour nos peuples, en tout cas. Et voilà, nos familles, souvent, la majorité, c'est des alcooliques. Mais il y a un déni aussi. Pourquoi? Parce qu'être alcoolique, ça veut dire, pour eux, c'est vraiment quelqu'un qui se saoule tout le temps, ils n'arrivent pas à se lever, ils traînent dans la rue. Ils disent, ah ouais, lui, il est alcoolique, en fait. En fait, non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui boit tout le temps, même s'il gère l'alcool, mais il boit souvent. C'est un besoin, en fait. Et, et, et c'est ça, en fait. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et génétiquement, ça joue beaucoup dans les gènes. Et c'est-à-dire que ils ont mis des enfants, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont quand même cette tendance à vouloir boire, quoi. Et, et donc, voilà. Mais bon, on va revenir en Belgique quand même. Et donc, voilà. Moi, donc, je sors de l'école, je croise des personnes qu'on se prend la tête. Et puis, voilà, ça part en bagarre. Et bagarre où je suis malmené. Je suis malmené. Et donc, et puis voilà. J'étais avec 2 personnes qui n'ont rien à voir vraiment dans ce milieu-là. Parce que c'est ça, moi, j'avais deux catégories des amis. J'avais des amis qui sont dans ce monde, il s'est fait tiens. J'avais des amis qui sont là, qui sont dans le monde des Séfétiens, mais différemment. En tout cas, pas des fans de la violence, quoi. Et donc, j'ai dépassé, donc voilà. Et cette histoire a fait que, je crois que la possession a augmenté, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que je vous ai parlé hein, des gros qui étaient là, la fierté, donc c'est pas possible, vous imaginez. Je me suis fait malmener, c'est quoi ça? C'est pas possible. Donc j'étais là,
j'avais du mal à dormir. Vous vous rendez compte, j'ai du mal à dormir. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que je rentre dans le centre où j'étais, c'était le jour de Saint-Nicolas. Et donc, moi, j'ai des éducateurs en ce moment-là qui me préparent justement pour pouvoir aller en autonomie, c'est-à-dire prendre un appartement en tant que jeune qui vient de devenir majeur. Et écoutez bien les Pangui, c'est vraiment un truc, il me fait un cadeau. Mais les cadeaux qu'il me fait, il me donne donc une mallette avec des couteaux. Donc, c'est vraiment les jours où j'ai eu ces problèmes, et puis je rentre le soir, en fait. Et là, je suis dans tous mes états, c'est-à-dire que mon ego, ça brûle. C'est-à-dire que les Shinto, les démons, ils font réunion à l'intérieur. Tu vois, ils sont en train de s'organiser dans la voiture, dans la voiture. Tu vois, ils sont en train d'organiser, filmer des joints. Comment on va faire? Comment ça? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la voiture, dans la voiture. Dans la voiture en désordre. Et donc, c'est-à-dire que, voilà, plus aucun contrôle. Et donc là, je dis, je reçois le cadeau. Quand je reçois le cadeau, en fait, j'ouvre, je vois que c'est des couteaux. Vous voyez, je crois que j'ai fait un lien comme ça, je fais un lien qui s'est créé comme ça, indirectement, tu vois, un lien parce que faut savoir, oui, les couteaux, c'est un truc banal. En ce moment-là, pour moi, un couteau, c'est banal, hein. C'est-à-dire, tu marches à un couteau, c'est banal. C'est pas quelque chose de waouh, quoi. T'as notre mentalité à nous, hein. Et donc, je me dis, bon, 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 c'est chaud. Je dis, OK. Donc, j'ai-à-dire que j'ai créé une réalité en ce moment-là, déjà, dans ma pensée déjà. Je prends le coup, la mallette, je suis content, je dis merci, je joue le jeu parce qu'il y avait aussi des petits enfants. Je dis OK, donc je mets ça et, et j'arrive, c'est ça, il s'est fait jouer au basket, c'est vraiment ça. Il s'est fait jouer au basket. Oui. Alors, Maman Solange qui dit what, j'ai pas compris, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, mais dans quel sens? Ouais, ça dit, je sais pas si tu parles des couteaux, oui, c'était banal. Pour un mec de bande, avoir un couteau, c'est rien, quoi. C'est la base, hein. Avoir une scie, c'est déjà plus lourd. Mais un couteau, c'est la base, hein. C'est incroyable, oui. Et donc, oui, et puis je vais à l'école. Alors, c'est ça, en fait, hein. Et ces messages-là, c'est nourri, en fait. Ouais, donc les couteaux comme cadeau dans le sens, alors c'était pas son intention, hein, parce que c'était vraiment, quand tu vas prendre, un appartement, donc il faut du matériel. Ouais, un peu comme, souvent, ça aurait pu être des casseroles, des trucs, des choses comme ça, couteau de cuisine, parce que moi, après j'aimais bien me débrouiller en mode cuisinier et tout. Donc dans ce sens-là, c'était je crois que son intention, lui, déjà, c'était même pas un Africain, hein, donc c'était pas il était dans un autre truc. Il s'est dit: «Bah, tiens, voilà, des couteaux et cetera». C'était plutôt ça. Mais c'est moi, après, donc ces liens-là, c'est fait là. Après, peut-être, lui aussi, il était, hein, facilement, voilà, kit d'installation. Kit d'installation. Et, et donc voilà, je dis waouh, ok, c'est chaud quand même. Et donc je vais à l'école. Et alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Bruxelles, je ne sais pas si vous connaissez, Bruxelles, c'est très petit. Et alors, ça parle, ça s'est nourri, ça s'est nourri, ça s'est nourri, la haine qui s'est nourrie, qui s'est nourrie, qui s'est nourrie. Et je suis dans le métro, je croise des gens, par exemple, dans le métro, dans loin, un autre côté, tu vois, qui me regarde avec des sourires. Ah, ça se nourrit, ah, ça va pas. Je marche avec des amis, et là, je croise une personne, en fait, on va dire, qui est plus ou moins neutre dans ces milieux-là, qu'on parle et tout. Il dit: «Ah ouais, on a entendu ça sur toi, nanana». J'étais avec un autre ami à moi. Moi, je suis là, ah, ah, ah. Et puis, je parle alors, hein. Là, je parle, mais sans se rendre compte. C'est-à-dire que là, je vous parle de comment on peut créer une réalité, surtout quand c'est fétiche, ça va vite. Tu vois, nos pensées sont créatrices. Nos pensées viennent d'ailleurs aussi, mais ils sont créatrices.
Donc j'ai dit, alors je le dis avec l'ego, quoi. Je dis, en fait, moi, tu sais comment je suis un homme d'honneur. Euh, Moi, j'ai pas peur d'éteindre quelqu'un. J'ai pas peur d'atteindre quelqu'un, sauf que les gens, ils vont pas assumer des choses comme ça. Tu vois, la phrase là, ils vont pas assumer. Tu vois les go, tu vois, ils parlent. Pas, ça se nourrit, ça se crée, en fait. Donc, à l'époque, on n'a pas Kimutu, on est fervent chrétien, hein, fervent chrétien. Donc, entre parenthèses, je reviens en Angola, les familles, colonisation, vous connaissez l'histoire un peu, donc les familles sont catholiques de base, et puis il y a une tendance protestante qui est arrivée. Beaucoup de ma famille, des temps, tout le monde s'est converti devenu des protestants. Et donc, et du coup, nous, on a hérité de ça directement. Et entre les deux, où il y a certains parents, maman, plus catholiques, d'autres, tant qu'on est chrétien, c'est bon. Donc, dans ma famille, c'est des catholiques, des chrétiens, c'est mélangé. Donc, du coup, moi, j'étais plus porté par ce côté chrétien, quoi. Donc, l'église, etc. Donc, voilà. Donc, on a que ça, en fait. Et en plus, avec mon état d'esprit, j'ai toujours eu l'esprit critique, c'était déjà la période où, en fait, j'étais pas trop dans tout ce qui est religion, en fait. Parce que voilà, vous connaissez l'église, c'était vraiment forcing. Et puis, j'ai capté parfois, oui, les pasteurs, ils tiennent la main. Quand tu tombes, et puis voilà, j'étais vraiment têtu là-dedans. C'est pas un truc qui me parlait du tout, mais je respectais ceux qui étaient dedans, quoi. D'ailleurs, oui, encore, je reviens à Bruxelles. C'est le seul truc qui sauvait, en tout cas, beaucoup des frères aussi, c'était en fait quand ils avaient un petit connexion religieuse. Donc, quand avec quelqu'un qui dit, ouais, moi, je vais à l'église, c'est fini. Là, c'est une personne quand même que souvent, en tout cas, quand elle fait partie de notre groupe, on tolérait ça, on les laissait tranquilles parce qu'on se dit, ah, ben, elle a trouvé sa voie. Mais si c'était, par exemple, quelqu'un d'un autre groupe qui dit que moi, j'ai pris maintenant, c'est donc je disais oui, donc c'était compliqué pour la personne. Donc je reviens. euh, donc ça se nourrit, toutes ces choses-là se nourrit. Et puis un jour, donc on était à Bruxelles. Là, j'ai sauté des étapes, mais on vit vraiment une vie de gangsters. Vous voyez, un peu voilà, des sales gosses. On va dans les boîtes de nuit, des trucs comme ça, des choses comme ça. Voilà, des sorties, des soirées, des choses comme ça. Et puis là, il y avait une soirée spéciale qui s'organisait à Bruxelles. On est tous au courant. Donc voilà. Ah ouais, donc à préciser. Donc en tout cas, nous, notre QG, la base centrale de ça, c'était à Matongé. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent Matongé, hein, ceux qui habitent à Bruxelles, même ceux qui habitent en France et tout. C'est les noms je crois, d'une commune à Kinshasa. C'est un nom d'une commune à Kinshasa qui, qui a été repris du coup à Bruxelles. C'est devenu un quartier. C'est un quartier en fait où beaucoup de c'est un quartier où beaucoup de la communauté congolaise fréquente. Donc, c'est un peu repère de ça. Faut savoir, faut dire clairement, hein, c'est-à-dire que Matongé, Bruxelles, la majorité des Noirs, des bandes, c'était tous des Congolais. On va dire Centrafrique. Centrafrique, plus de Congolais, RDC, et de temps en temps des gens comme moi, des Angolais en lien avec le Congo. C'était ça, en fait, hein, la majorité. Donc, le QG, c'était Matongé, c'était le quartier général où ben, les gens s'est retrouvés là-bas. Après avoir rodé, s'est retrouvé là-bas. Avant d'aller quelque part, s'est retrouvé là-bas. Oui, à la commune d'Ixelles, apparemment.
à la commune d'Ixelles. Donc oui, c'était là et il y avait ça et après il y avait d'autres zones que les gens partaient, mais en tout cas les QG Matongué et je vous dis Matongué, c'est pas n'importe quel garçon, en tout cas parlons garçon, qui mettait les pieds à Matongué, hein. Vous voyez à quel point c'est un quartier africain, mais c'est pas tous les Africains qui viennent là. Et les autres de l'autre côté, ça fait, peut-être il y en a qui sont nés en Belgique, ça fait des années qu'ils ne sont jamais vus Matongué. Peut-être 10 ans, jamais mis les pieds. Ils imaginent ça commencer. Où ils envoient des gens. Vous voyez à quel point c'était violent. Pourquoi? Parce que c'était dangereux pour lui de venir là. Et Matongué, jusqu'aujourd'hui, ça existe, hein. Mais je veux dire, c'est d'autres personnes qui prennent place, ainsi de suite. Ou alors, ça, c'est très important de dire aussi, c'est vraiment Matongué. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. C'est les combats spirituels qu'il faut mener là-bas. Parce que les Grégor qui est là-bas a siégé depuis des années. Donc c'est un combat spirituel pour enlever cette entité-là de là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu es là-bas, si tu n'es pas un esprit éveillé, hein, esprit éveillé, tu ne sortiras jamais de là-bas. Ou alors les guides ont d'autres projets pour toi. Ou alors voilà, c'est vraiment, voilà, c'est chaud. Tu sortiras là-bas, soit tu es brisé, soit tu es devenu fou, la folie, fou de la folie, hein. C'est-à-dire que on a vu des gens devenir fous. Soit tu es fou, soit justement tu passes à la case prison et puis justement après tu es brisé. Donc voilà, ou alors tu vas rester juste là-bas. Il y a des gens qui sont toujours là-bas, que moi quand j'étais jeune, ils étaient déjà là. Mais ils sont toujours là, ils n'arrivent pas à s'en sortir de là-bas. Ou alors, en fait, il y a un moment donné, il y a un mouvement des jeunes qui viennent, alors ils prennent la place par la violence. Et donc voilà, c'est vraiment un endroit où il y a pas mal des choses qui se passent. Voilà, l'idée, c'est pas de heurter les gens, parce qu'il y a des gens même qui fréquentent là, ils ont leur magasin. Donc voilà, chacun est libre de faire voilà, ses choix. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit très, 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 très chaud. Et, et pour nous, hein, les Pangui qui montent de Belgique, c'est vraiment un gros travail qu'on devrait faire pour libérer les frères. C'est un combat. Et donc voilà, ça c'est Matongué. Et donc voilà, donc QG à l'époque, QG là-bas, donc on va, tu croises tout le monde, t'es au quartier, quoi. Ah, ça va, toi, tu passes tout le monde. Et puis, il y a une soirée. Donc, moi, avant que j'arrive là-bas, je suis au centre. Donc, j'ai eu un week-end, je pouvais sortir. Et là, j'ouvre ma mallette, je prends mon couteau. Je dis, c'est banal. À l'époque, c'est banal. Je prends et donc je dis, ben, on va. Je vais au quartier et puis je termine au quartier. Je dis, bon, il y a quoi ce soir, les gars? Ben, il y a une soirée là-bas, 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 là-bas. Et donc, à ce moment-là, quand je dis, bon, je suis vraiment avec mes proches, entre parenthèses, donc on est des jeunes, on a un groupe de rap, on est des rappeurs, on fait nos trucs. Et à l'époque, avec un groupe, on s'appelait Ekozalamoto. C'est-à-dire, ça va être chaud. Ça, c'est notre groupe de rap à l'époque. Et donc, on est là, oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a une soirée ce soir, ok, cool, tranquille. Donc, on est d'abord là, on boit. Et moi, donc moi, je bois juste, mais je fume pas. Donc les autres, ça, ils fument, et ça, ils roulent des, hein, vous voyez, hein, ils roulent des joints, ça fume, classique, ah, on est là. Et, et donc je dis, ok, l'heure passe, ok, c'est le temps d'aller en soirée. Donc, comme je dis, Bruxelles, c'est pas très grand. On va à pied, on descend jusqu'en ville. On arrive devant la soirée. Et avant de rentrer, vraiment, on est en mode possession, on boit, etc. On croise des jeunes. Ah, ça va les jeunes, bah, ça parle. On rentre dans la soirée. Et voilà, ça c'est un moment quand même très, très, très dur pour tout le monde, hein, mais en tout cas, je vais être bref là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? On croise des personnes qu'il ne faut pas croiser. On croise des personnes que je vous parlais justement. Autrefois, j'ai été malmené. Et Et
Ah oui, donc avant que je parle là de ces moments-là, parce que c'est quand même un moment très, très important, heu, je reviens juste, quelques temps après. Donc quand j'étais malmené, j'ai croisé d'autres personnes, en fait, qui qui ont payé les frais aussi de ce que moi j'ai subi. Vous voyez la mentalité? Et c'est un classique, hein, c'est-à-dire que voilà, vous croisez: «Ah ouais, mais c'est son pote», donc voilà, tu étais en mode, déterminé parce que tu penses que voilà, tu dois régler ces problèmes parce que tout sinon tu dors pas bien. Et donc là, on arrive là, on OK, donc les pangs, je disais, on croise alors, on croise, je ne sais pas si ça va. OK, on croise alors, des gens qu'on ne devait pas croiser et parce qu'eux aussi, ils ont décidé de venir là et cetera et donc et ça s'embrouille, donc et ça se prend la tête devant la boîte, à l'intérieur. On sort dehors, ça se termine, très mal et voilà, bagarre générale. Ça finit avec, voilà, les coups, au point qu'il y a eu des coups fatals. Alors, en ce moment-là, c'est vraiment coup fatal et d'autres personnes blessées. Donc, au moment où donc moi, en tout cas, je me retrouve à un moment donné avec, aïe, 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 les Pangui. Aïe, 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 c'est chaud. En tout cas, voilà. Netflix. Ah, c'est ça, hein. Donc, je pense que c'est un gars Gilles ou un gars Sabrina, il me dit: «C'est peut-être le fait que j'écris de la criminalité dans mon titre». Donc après, je ne sais pas si je peux changer ça, mais en tout cas, je changerai ça, en tout cas, une fois que j'aurai terminé. Bon, là, on est déjà fait de l'action, on peut plus s'arrêter, donc voilà. C'est vrai que, ouais, comme c'est la voix du Zola, c'est pas encore encodé. Donc Zola, il dit: «C'est quoi Zola?» Mais ils le comprendront bientôt. D'accord, donc je continue. Donc je continue et donc oui, donc là, il y a un coup fatal. Donc moi, je suis là, c'est la nuit, je prends un des personnes, en tout cas, un de mes proches qui était avec moi. Il était blessé, il a ramassé aussi un coup de couteau. Donc j'avance avec lui comme ça. Et, et puis, donc il y a l'ambulance, les gens sont en panique, ça crie, ah, etc. Et puis, donc j'avance. Et puis je vois, l'ambulance. Donc là, ouais, état d'esprit, il s'est fait, hein. Donc vous voyez, hein, donc j'avance, oh, je vois la police qui vient là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous braquent et puis là, moi, j'ai vraiment un scénario, démoniaque. J'écris: «Ouais, mais regardez, mon pote il s'est fait planter, qu'est-ce qui se passe et tout, vous voyez pas? Vous avez appelé l'ambulance». Donc
Euh, la police était là, ils ne comprenaient pas. Je dirais que j'ai jamais vécu ça. Ils appellent l'ambulance. L'ambulance rentre et fait rentrer mon pote. Donc, je prends mon pote, je fais monter dans l'ambulance. Et, et donc, je dis à mon pote, je dis oui, t'inquiète pas. De toute façon, et aussi de leur côté, ils ont eu quelque chose. Mais à ce moment-là, moi, je suis pas au courant que quelqu'un va perdre la vie, hein. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, on fait notre classique, on s'est battu. Il y a eu des coups dans les deux côtés. Il faut savoir qu'avant cet événement-là, il y a eu toujours des coups de couteau, mais il n'y a jamais eu des conséquences aussi graves, en fait. Si, il y a eu des conséquences graves, mais pas aussi graves. Parce que je ne dirais pas que c'est pas grave que quelqu'un ramasse un coup, que ce soit dans la couche ou dans la main, c'est pas normal, vous voyez. Mais c'était vraiment conséquences graves. Donc, je fais monter mon ami et ouais, donc je dis ça. Et puis voilà, à ce moment-là, moi, je prends un taxi, je rentre chez moi à la maison. Et puis, je sais que j'ai fait quelque chose aussi de mon côté. Donc, mon ami aussi, il a ramassé des coups. Donc, on sait qu'il voilà, il y a eu des choses, il y a eu des coups, il y a eu des gens qui ont ramassé des coups. Et le lendemain, on attend, oui, quelqu'un a perdu la vie. Quelqu'un a perdu la vie. Et donc, voilà. Et quelqu'un a perdu la vie. Et c'est dû, il a ramassé plusieurs coups. Donc, quand on dit plusieurs coups, ça soulage au fond de moi. Déjà, plusieurs coups, ça soulage. Donc, il a dit, ah, franchement, plusieurs coups, franchement, voilà, ça soulage. Vous voyez, les côtés démoniaques qui parlent. Plusieurs coups, et puis ça diminue. Le lendemain, c'est les journaux, hein. Euh, c'est quatre coups. Ah, quatre coups, ça va. Ça continue. Ah, trois coups, deux coups. Je commence à me poser des questions. Je sais que en ce moment-là, quelque chose s'est passé. Vous voyez, maintenant, ici, l'idée, c'est pas de me plaindre ou de me justifier, hein. C'est pour vous dire qu'en fait, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent les concepts de la possession de l'habitation, comprennent exactement qu'est-ce qui se passe. Et en amont, c'est que je disais, donc quelque chose qui se nourrissait déjà, les Grégor qui s'est créé déjà, plus les Grégor Black Wolf qui étaient déjà là, et tous les entités, toutes les alliances en fait qui ont été faites déjà par la haine, par la colère, par tout ça. Donc, vous voyez bien de quoi je vais parler. Et donc, ça fait que voilà, pour résumer tout ça, pour pas être dans les détails, euh, je sais que non, je suis responsable de quelque chose. Et, et pour pas être vraiment, pour pas être dans le détail de pourquoi, du comment, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de, voilà, beaucoup de trucs à expliquer vraiment. Donc, voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai une grosse responsabilité. D'accord? Alors, en ce moment-là, je vais à l'école et puis les, les- ça parle, l'angoisse, les stress, les traumatismes et tout ça. Le fait de se sentir seul. Et, et Bruxelles parle aussi, parce que c'est grave. C'est très grave. Et tout le monde se pose des questions. Et enfin, pour une fois, je veux dire, les membres commencent à prendre conscience de cette réalité des phénomènes, des bandes à Bruxelles. Et quelques jours après, donc quand c'est venu au niveau 2, je dis, bon, faut pas trop commencer à. Je suis toujours en mode, hein, je dis, OK, les côtés justement homme d'honneur,
qui réapparaît, qui dit: «OK, ben, on attend qu'il y a des gens qui ont été arrêtés». La personne qui avait ramassé des coups de mes proches a été arrêtée, tout le monde a été arrêté, ils sont en interrogation, etc. Et alors moi je dis, ben, ok, je vais, je vais assumer mes responsabilités. Donc à ce moment-là, ben, j'ai décidé de venir me rendre mon confrère et du coup faire une déposition où je raconte maintenant moi comment j'ai vécu les choses. Donc c'est moi, c'est des détails judiciaires. Et je raconte, tac, 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 tac. Et alors ils me disent, non, on ne te croit pas. On dit, on te croit parce que, un, tu n'as pas le profil, tu n'es pas connu de justice, tu vas à l'école, tu vois, t'étais même pas, avant ça, tu n'étais même pas répertorié chez nous en tant que membre. Et donc, je leur dis non, moi en tout cas, je vous raconte un peu ce que moi, enfin, je dirais pas que c'est pas les policiers qui disent ça, c'est par la suite. Hein. Bon, là, je vais un peu trop vite. En tout cas, les policiers font leur déposition, ils font leur travail. Après, si vous connaissez un peu les systèmes, hein, c'est déposition, et puis on appelle les parquets, on pose des questions, juge d'instruction, des choses comme ça. Ok. Donc, on se retrouve devant la juge d'instruction, justement, qui a des doutes, etc., des choses comme ça, c'est bizarre, là, là. Donc voilà, en gros, dans cette affaire, j'assume mes responsabilités. De toute façon, voilà, je dis que j'ai une grosse responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, et comme ça, comme ça, comme ça. Et je pars de mes intentions, qui, du coup, c'était réel. Hein. Mes intentions, c'était vraiment ce qui s'est fait à Bruxelles, les gens, ils se donnent des coups. Et ces coups-là étaient donnés sur un fait d'action au moment, à un endroit qu'il ne fallait pas. Et puis, quand ça a été donné, même, j'avais plus rien dans mes mains. Et en gros, si vous voulez comprendre, c'est le même objet qui a touché les deux personnes. Je vais dire, sur mon côté, mais pour comprendre, et le côté de mes proches. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un peu plus compliqué. Mais une personne nous a quittés, j'ai une part de responsabilité. Donc, je dis, moi j'assume cette responsabilité. Et donc, voilà. Ça a fait que, ça a fait que c'est chaud. Ça a fait que c'est chaud. Et, hum, ah ouais, maintenant, beaucoup d'émotions, les paniers, je pense. Mais on a des boucliers. Donc, on va continuer. Ça fait que c'était chaud. C'était chaud pour moi. Et alors, on passe ces détails-là. Hein. Et donc là, ce qui est important, c'est que j'ai assumé cette responsabilité-là. On était à plusieurs à être dans cette affaire. Et, et du coup, c'était un confort pour les autres aussi de voir qu'en fait, voilà, la personne au moins, elle assume sa responsabilité, etc. Donc voilà. Et alors, ça a donné en fait beaucoup d'années d'instruction, beaucoup d'années d'instruction, beaucoup d'années d'instruction, beaucoup d'années d'instruction. C'est-à-dire que c'est pas un délit. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un délit, c'est un crime. Donc, tout ce qui est sang, c'est considéré comme un crime, en tout cas ici. Et c'est ça qui fait que c'est pas des délits, c'est des instructions, un mois, 2 mois, et puis on regarde un peu ce que. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne le système ailleurs, mais en tout cas, en Belgique, c'est ça. Hein. Délit, instruction, après plus ou moins 2 mois, tu es fixé, soit OK, présumé innocent ou libéré provisoirement, alors condamné, à ce moment-là, tu fais ta peine. Donc, et moi, c'est 2 ans d'instruction. 2 ans d'instruction pour savoir comment, où on va. Est-ce que c'est un crime ou c'est. Voilà, c'est les titres qui se jouent en fait. Hein. C'est-à-dire que assassinat, meurtre, coup et blessure, sans intention de la donner, tous ces termes-là qui viennent, tu vois, c'est des termes techniques. Là, moi, 18 ans, 18 ans et 6 mois, voilà, incarcération. 18 ans et 6 mois, incarcération, donc je suis là, je comprends pas grand-chose. Et
j'écoute un peu ce qui s'est dit, ce que les commissaires disent. Oui, ça, c'est. Nous pensons que ça va aller, ça va faire. Tu vas faire 10 ans de prison. Ça, c'est le commissaire. Genre, 10 ans de prison, je suis. Wow, c'est quoi ça? 18 ans, je commence à faire des calculs. C'est chaud. Donc, j'arrive même pas à me projeter parce que c'est trop chaud. Alors là, quand je rentre, je suis là-bas, c'est une autre identité qui s'est créée aussi. C'est une autre identité qui s'est créée. Et là, l'ego prend le contrôle, mais sous une autre forme. Sous une forme, en fait, comme on dit, comme vous savez, on vient de loin. Donc, nous, hein, les Muntu a chuté. Les Muntu a chuté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont fragmentées. Il y a eu beaucoup des choses qui sont brisées. Et quand même, quand on dit monde d'anti, hein, l'ego quand même a joué un rôle quand même pendant ces périodes de chute de Muntu. Donc, quand j'étais là-bas, l'ego, je dirais pas que c'est stabilisé, mais en fait, ça m'a protégé. C'est fou de dire ça, hein, mais ça m'a protégé dans esthétiquement. Voilà. Je crois que c'est ça. Parce que je cherchais comment je peux introduire ça, mais peut-être avec les explications, vous allez comprendre. C'est-à-dire que là, je suis dans un environnement très violent. Ça rigole pas. Et là où, d'ailleurs, pour ceux qui savent, il y a un gros procès qui s'est passé, en tout cas à Forêt. Là, c'est fermé comme, comme prison. Bon, j'évite de dire le mot prison pour aussi, je sais pas, peut-être ça peut vite bloquer. Ça a été fermé en fait parce qu'il y a eu trop de bavures, mais à l'extrême, vous pouvez même pas imaginer. Il y a eu même il y a eu des, voilà, il y a eu des gens qui aussi ont perdu la vie, hein, à Forêt, et c'était trop chaud. Donc moi, quand j'arrive là-bas à 18 ans, ce qui me sauve, c'est fou hein, de dire ça, hein. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui fait que non, en fait, ils te respectent. Vous voyez, hein? C'est le même concept que quand j'étais dehors. Plus tu es fou, plus tu as du respect des siens. Donc là, dans ces genres de milieux carcérales, en fait, plus ton crime est sadique, plus on va te respecter, en fait. Il y a une chose les seules choses qui là-bas, les gens détestent, oui, c'est tout ce qui est lié aux mœurs. Tout ce qui est lié aux mœurs, les violeurs, les pédophiles, ils sont à danger. Ils sont à danger. Ils sont très, très, très à danger. Vraiment, c'est. Voilà. Mais sinon, à part ça, je sais pas, les voleurs, des sacs, aucun respect pour eux. Vraiment, c'est. Voilà. Mais quand ils voient des trucs comme ça, ils se disent oh, c'est chaud. C'est chaud. Et du coup, ça m'a. Je ne vais pas dire que ça m'a protégé, mais voilà. Et donc, je suis resté là-bas, en tout cas, forêt, hein, 2 ans d'instruction. Donc, j'ai créé un autre personnage. Ça veut dire que voilà, quelqu'un de très sérieux, très en colère, très, très en colère et très sportif. Donc, le profil du mec, il parle pas, il prend pas la tête aux gens, ne lui parlez pas, ne lui parlez pas, parce qu'il n'a pas envie de vous parler. Parlez-lui ça fait partie des règles. C'est-à-dire, monsieur, vous devez aller chez le médecin. Monsieur, c'est l'heure à la promenade. Euh, Messieurs, c'est le repas. Voilà. Messieurs, vous devez rencontrer la directrice. OK? Mais sinon, le monsieur, il ne parle pas avec vous, il sort dehors, il fait ses trucs, tac, 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 ce sport, il devient tout costaud, il parle à personne. Et puis, tu crées des affinités avec le gardien. Donc là, tu joues le game esséphétique, hein? Tu joues le game esséphétique, dans le sens, tu essaies de trouver un moyen de t'en sortir, dans le sens, si tu as des liens, des contacts, tu es tranquille. Alors c'est fou,
c'est là que je me suis mis à fumer. Donc, tout ce temps-là dehors, rien. Donc là, comme on dit, c'est l'école du crime. C'est vraiment l'école du crime, la prison. Il y a des choix, soit tu adhères à cette école-là, ou soit tu n'adhères pas, ça peut arriver aussi, soit tu es brisé, tu es perdu, tu es en dépression, parce que là-bas, c'est l'univers des dépressifs. Les gens sont en colère matin, midi, soir, ou alors, ou sont en colère, soit en dépression. C'est très rare, sur 100%, il y a peut-être allez, 5% des gens qui peuvent être de bonne humeur. Bon, souvent, les gens qui sont de bonne humeur, c'est oui, papa Ngayen, c'est vraiment ça. C'est une autre initiation. C'est vraiment une autre initiation. Alors là encore, attention, hein, je parle que des forêts, hein, parce qu'il y a d'autres étapes. Forêt, à l'époque, hein, c'était, c'était, comment dire ça? Comment on appelle ça ici? Euh, C'était pas, nous, ici, prison, c'est pas une prison pour subir ta peine, en fait. Voilà, c'est préventif. Voilà, c'était une prison préventive, en fait. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils étaient là pour attendre pour attendre leur instruction du dossier. Et puis là, on va statuer. Soit, eh ben, tu dois être jugé alors que tu vas là ailleurs, ou soit alors tu es libéré parce que voilà, il n'y a pas d'éléments, c'est un provisoire. Mais pour mon cas, ces instructions-là, c'est-à-dire que c'est un dossier, on appelle ça dossier assise, dossier des cours d'assises. Ce n'est pas des dossiers des tribunaux correctionnels, c'est des dossiers des cours d'assises. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est autre chose. Et donc, voilà, c'était 2 ans voilà, vraiment, et attention, parce que j'ai précisé ça, parce que ça peine maintenant que cette déconnexion avec l'entité de la colère est partie. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait un câble où je parlais beaucoup d'intime. Hein. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose on a créé des alliances. Des alliances là, c'était une manière pour moi, la carapace, pour se protéger. Parce qu'il fallait être colérique, déterminé, menaçant. Parce que, voilà, parce que le milieu carcéral, c'est. Tu es enfermé, en fait, 23 24. 23 heures sur 24. Tu sors 1 heure, en tout cas, forêt, tu sors 1 heure pour prendre un peu d'air, puis 23 heures sur 24. Tu vois, c'est. Alors, je ne suis pas fort dans les carrés. Je ne sais pas combien de mètres carrés, c'est vraiment très petit. Très petit. Vous êtes souvent à deux. OK? Et les toilettes étaient dans la même pièce, quoi. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est ça. Et c'est cet univers-là. Et à l'époque des forêts, tu avais la possibilité de travailler. Mais quand tu travailles, je ne vais pas trop tarder sur forêt parce que, voilà, quand tu travailles, en fait, tu as plus de liberté, mais sauf que dans ta cellule, tu n'as pas de toilettes, tu as un seau. Tu fais caca dans ton seau. Et ces sauts-là, il faut attendre le matin. Parce que imagine, parce que tu travailles le matin, puis tu viens vers 16 heures, et puis tu as un peu de temps libre. C'est-à-dire que c'est dans les couloirs. Vous voyez un peu le système, hein, prison dans les couloirs. Puis tu manges, tu n'aurais pas chaud, et puis vers, allez, on va dire 20 heures, on vous enferme. Clac, clac, clac. Et c'est tout petit encore. Mais l'avantage, c'est que tu as un peu plus de liberté parce que c'est les bâtiments qui datent des Deuxième Guerre mondiale ou je sais pas, ou Première Guerre mondiale. C'est cet espace-là. Et comme c'était tellement sale, ils ont dit, ben, on va l'utiliser pour ceux qui veulent travailler. Ils supportent cet environnement, mais au moins, ils ne sont pas tout le temps dans les cellules. Donc, effectivement, tu n'es pas trop ailleurs, mais tu es quand même dans les bâtiments. Hein. Mais sauf que les 20 heures, on t'enferme. Et donc, si as des besoins, pipi, tout ça, tu fais dans ton seau. C'est pas toi, tu tires la chasse, ça part. Non, le seau, il est là. Et puis le matin, tu vas les vider. Vous pouvez regarder, hein, même sur les nets, prison de forêt, il y a eu beaucoup de polémiques là-dedans depuis des années. Là, maintenant, c'est fermé. Donc, c'était ça, cet environnement que moi, j'étais en tout cas pendant 2 ans. Et, et donc, voilà, c'était vraiment relation colère-colère. Bon, là, et puis,
donc, après donc, les sorts est tombé, fin d'instruction. Je vais à donc, je suis toujours à Forêt, hein, fin d'instruction, mais je suis toujours à Forêt. Donc là, c'est l'ouverture des procès. Ça a pris, je crois, ça a pris beaucoup de semaines, hein, 2, 3 semaines, je me rappelle plus parce que moi, je me détache de ça. 3 semaines, 2, 3 semaines des procès, hein, c'est-à-dire tous les jours. Et les plus durs, c'est ça, hein, c'est même pendant l'instruction, il y a l'occasion de parler à la famille. Et voilà, j'ai vu du mal de rentrer dans tous ces détails-là, mais voilà, voilà, dire des choses, dire concrètement, surtout préciser les intentions, quelles étaient les intentions en ce moment-là, tous ces trucs-là, tous ces états aussi, voilà, tout le monde s'est exprimé en fait, s'est exprimé et donc après les procès, ça a commencé, donc c'était vraiment, voilà, exposition pendant 2 semaines et puis c'est là que les choses c'est compliqué. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit, hein, 18 ans, pas de papier, donc c'est qui m'empêchait d'être en autonomie, d'être seul parce que j'étais encore. Donc j'étais mineur, je venais d'avoir 18 ans, mais avant 18 ans déjà j'étais censé partir, mais j'étais resté. Et comme là-bas dans ce centre-là, ils me trouvaient que j'avais un bon comportement, j'étais quelqu'un plutôt de confiance parce que voilà, ça les guides, cette énergie-là, ils me l'ont donné quoi. Ils m'ont pas abandonné là-dedans, en tout cas dans leur plan. Quelqu'un de, voilà, de confiant, qu'on peut faire confiance, qu'on peut compter, homme de parole. Donc vraiment quelqu'un de bien dans ce sens-là, mais de très très mauvais par rapport à la fierté, l'orgueil, homme d'honneur, etc. C'est ce concept-là. Donc ça m'a permis de rester longtemps en fait dans ce centre-là, même en étant majeur. C'est ça en fait. Et donc, euh, et donc, ce qui fait que non, voilà. Après, quand on est assis, donc j'ai toujours pas de papier, hein. Et donc là, je me dis, en fait, la grosse phrase là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu vois? J'ai fait les liens aussi avec, justement, tu vois? C'est-à-dire que je suis un enfant déraciné, déraciné, tout est coupé. Donc, il n'y a plus rien. Donc, ce qui fait que non, je suis en train de vivre une vie, en fait, qui était pas. Si, cette version-là existait, mais voilà, je suis rentré dans une réalité, en fait, il y avait des chemins, il y avait plusieurs chemins hein, qui étaient là, mais je suis tombé dans une bande de fréquences que j'aurais pas dû être. Quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment ça arrivait à moi? Donc, après, je vous dis pas ça, c'est toutes les questions que je me suis posées pendant 2 ans à Forêt. Donc, je reviens un peu à Forêt. À Forêt, n'oubliez pas, hein, à Forêt, c'est des gens, ils rentraient, ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient. Les gens, ils rentraient, ils sortaient. Pardon, les paniers. Ils rentraient, sortaient. On attendait que, ouais, tel, il a perdu la tête. Il est devenu fou. Ah, tel, ouais, tu te rappelles comment il était? Oui, oui, il est fou. Oui, celui-là, il est placé à l'hôpital psychiatrique. C'était ça, en fait. D'autres personnes qui rentraient sont tellement restés longtemps, ils étaient tellement en dépression, mal-être, que c'était plus les mêmes hommes. Ils étaient là, ils étaient brisés. C'était plus les mêmes hommes, c'était plus les mêmes personnes en fait. Et souvent, la majorité s'est consolée avec les médicaments. Donc voilà. Et puis moi, je suis tombé plutôt dans les joints. Hein. Dans les joints, c'était ça. Donc là, j'ai trouvé des astuces pour avoir ta barrette et t'es tranquille quoi. C'était ça. Et, et donc, on est aux assises. Ce qui est fou. Donc, la chance aussi, déjà, le travail, c'est fait. C'est pour ça qu'on dit vraiment, il y a eu des gens qui j'ai croisé sur mon chemin qui m'ont donné de la force et qui, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est-à-dire, c'est des personnes envoyées par les guides pour moi. Donc, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai croisé, quand j'étais à Forêt, avant que je termine avec l'épisode de Forêt, quand j'étais à Forêt, parce que c'est important, le fait que je suis jeune, je rentre, je suis perdu, mais, mais il y a quand même un mental d'acier, mais voilà. Je suis parlé avec des psychiatres, j'ai suivi des psychologues qui venaient me voir et ma posture, la manière de parler, et
Après, il y a ce côté-là, justement, hein, tu vois, c'est-à-dire que je suis lucide, où en fait, l'ego, c'est calme. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que l'ego aurait pu faire, ah, vas-y, qu'est-ce que tu veux, ah, vas-y, ne me parle pas comme ça, parce que souvent, c'est que c'était avec moi, ils sont tombés, sont souvent tombés là-dedans. Ah. Et moi, en fait, l'ego était là plutôt, genre, faut pas m'humilier dans cette prison. Donc, du coup, j'ai une posture dure. Et quand j'arrivais devant les personnes qui venaient me rendre visite, par exemple, je veux dire, pas les personnes des familles, mais en mode administratif, c'est-à-dire qu'il faut suivre un psychologue quand tu rentres dans ces trucs-là, ben, je sais parler. Très bien. Moi, là, tu sens que c'est pas moi. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle. Hein. À l'époque, je ne connaissais pas Bout de mon coucou, hein, mais ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Ça que je me rends compte. C'est-à-dire que je sais parler. À la psychiatre, parce que psychiatre, c'est vraiment avec les tests, et voilà, psychiatre, il peut décider en fait que oui, monsieur, il n'est pas dans son état normal, il est là, bref, tu finis de prendre des médicaments forcés dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, je suivais des psychologues et qui en fait, c'est l'effet contraire. Limite, c'est eux qui se confient aussi à moi, qui me conseillaient. Ils me disent, oui, tu es jeune, tu dois être fort, etc. Il y avait des sœurs. Donc, on appelle ça les visiteuses. C'est des personnes qui ont vraiment vécu leur vie, ils ont un certain âge, parfois ils ont envie de rendre des services dans la société, donc ils viennent voir des prisonniers qui n'ont pas de visite ou alors qu'ils ont besoin de parler, qu'ils ont du mal à communiquer certaines choses avec leur famille. Donc, et moi, il y avait une sœur, donc il avait dans les 87 ans, donc il venait me voir, très, très instruit, donc on parlait et il me donnait de la force, donc c'est vraiment incroyable, quoi. Et ça a vraiment contribué vraiment à me rendre solide, hein. C'est très important vraiment de préciser ça. Donc c'est ça, ces personnes-là, je suis vraiment reconnaissant à eux. C'est des personnes qui ont fait que j'ai tenu, vraiment. Parce que c'était vraiment, ils voyaient les bons côtés à moi. C'est pour ça que c'est important de voir les divins à chacun. Regardez plutôt les côtés angéliques pour qu'on se comprenne. Et c'est comme ça qu'ils regardaient ça. Et les psychologues, le fait qu'ils soient professionnels, un très bon professionnel, du coup, ils n'étaient pas dans le jugement. Ils ne jugeaient pas les gens, en fait. Ils n'étaient pas dans le jugement. Du coup, ils ont pu parler avec moi sincèrement. Et du coup, moi, j'ai pu m'exprimer sincèrement. Et du coup, ils ont vu vraiment les côtés, les bons côtés qui étaient en moi. Et du coup, ils ont soutenu ça. Et ça m'a fait beaucoup du bien. Et ça, c'est là, et certains commissaires, hein, un certain commissaire, hein, c'est-à-dire que la posture, manière de parler, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de bien et ils disaient, mais c'est bizarre, c'est dommage. Ils disent, c'est dommage, c'est bizarre, tu vois. Tu vois, c'est très bizarre. Ils disent, c'est très bizarre, en fait, que tu te retrouves là. Tu vois, on dit, tu n'as pas ta place ici, en fait, toi. Donc, et ça, c'est des choses qui m'ont motivé. Je me suis dit, on va tenir bon. Et puis, je me suis jamais, c'est très important, je me suis jamais fait à l'idée qu'en fait, c'est ma vie est foutue. Jamais. J'ai toujours dit, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas possible, il y aura quelque chose. Donc ça aussi, ça m'a tenu. Parce que je me suis jamais dit, ah, c'est fini, c'est foutu. Du coup, pour une fois, j'ai pas créé cette réalité-là de, ah, je suis mort. Pourquoi? Parce que, je vous dis, l'inculpation que j'ai eue, euh, la peine maximale, c'est 30 ans. 30 ans, la peine maximale. Bon, bien qu'en Belgique, c'est des concepts, hein, c'est-à-dire que 30 ans, et tu es libérable, après les lois, tu es libérable à un tiers, et si tu n'es pas récidiviste, bon, généralement, c'est rare de voir des gens récidivistes en assise, parce que souvent, c'est des crimes, en fait. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui est aux assises, qui revient encore aux assises, c'est rare. Donc, libérable, c'est-à-dire un tiers. Tu es libérable après un tiers des 30 ans. Libérable, ça ne veut pas dire que tu vas être libéré. Il y a des conditions, faut faire les conditions, en fait, pour être libérable. Donc, j'étais là, je dis, OK, ça c'est la peine maximale qui, normalement, par rapport à l'inculpation que j'ai eue, la personne peut encourir. Je me dis, OK, c'est chaud, mais j'ai jamais dit, c'est foutu. Jamais dit, je suis dans la merde. Jamais dit, c'est fini, j'abandonne. Jamais.
toujours déterminé. Et donc, ce qui fait que non, je suis arrivé et donc les dossiers, enfin les procès a commencé ça beaucoup de temps. Et ah oui, j'ai oublié aussi, les guides m'ont envoyé aussi les meilleurs avocats à cette époque-là qui existaient en Belgique. Incroyable. Parce que j'ai pris un avocat qui m'a dit, oui, il était dans d'autres affaires un peu plus politiques. Il dit, OK, si tu veux, ben, je passe une collègue qui peut prendre ton dossier. Et la collègue en question, voilà, au niveau, et qui dit, ouais, ce dossier il est trop lourd. Après, voilà, tout le monde a ses intérêts. Vous comprenez, hein? Les avocats, tout ce qui est assis, c'est des gros intérêts, c'est des grosses publicités pour eux. Donc, ça arrange tout le monde, en fait. C'est ce genre des relations, c'est tout ce qui est assis. Et donc, OK, c'est bon. Et donc, ils font un duo de choc. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du système, hein. C'est pas le but. Donc, voilà, il fait que non, les procureurs demandent 12 ans pour moi, 12 ans. Donc là, déjà, je suis déjà à 2 ans. Je suis déjà à 2 ans sans être dehors. 12 ans. Là, je vais enchaîner un peu vite parce que sinon, on va rester trop longtemps. On est déjà à 2 heures, les Pangui. Aïe, aïe, aïe. Donc, 12 ans. Et puis, 12 ans, débat, ils m'ont donné 13 ans. Donc, 13 ans, c'est chaud. Et donc, voilà, après, voilà, j'étais ailleurs. Ailleurs, c'est, dans les, comment on dit là, maintenant, c'est des prisons des peines. Et là, c'est encore une autre histoire, c'est un autre univers. C'est, voilà. Peut-être j'épargne les détails parce que c'est d'une violence inouïe. C'est vraiment très compliqué. Et souvent là, les gens, ils sortent brisés, drogués, transformés des légumes. Tu vois, on appelle ça souvent des légumes. J'ai un sort des légumes. Tu vois, on dit, quand tu pars là, tu vas sortir légumes. Tu vois, légumes. Ça veut dire que voilà, tu es là, voilà, voilà, tu bouges plus, tu parles en ralenti, quoi. C'est ça. Et c'est fait pour ça, hein. C'est fait, voilà. Des gens que ça fait des. Donc moi, je suis arrivé avec 2 ans, mais il y a des gens que ça faisait des 15 ans, 20 ans qu'ils étaient déjà là. Donc j'étais un tout petit bébé avec mes 2 ans, alors qu'à Forêt, j'étais un grand monsieur avec mes 2 ans. Lego, hein. Et donc je suis resté dans toutes ces prisons-là. Les temps passent, les temps passent, les temps passent, les temps passent. Et bref, j'arrive à 6 ans. Et oui, euh, pendant que je suis aux assises, pendant que la peine a été prononcée, l'avocat vient chez moi et me dit, Messieurs, vous avez obtenu les papiers. Oh, j'avais même oublié ça, parce que je dis, quel intérêt même de me parler de ça, tu vois? Il dit, oui, la décision a été prise, vous avez obtenu les papiers. Ah, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, mais donc, toutes ces années-là que je suis ici dans ce pays, ils attendent que je sois condamné pour me sortir ça. Je dis, en tout cas, il y a ça. En tout cas, il y a ça. OK. Et là, c'est, en fait, là, avant, je ne savais pas. Là, je sais maintenant que les guides sont commencés à agir maintenant concrètement. C'est-à-dire que les plans commencent à se bouleverser. Mais il faut subir encore des épreuves. Les épreuves à subir, c'est vivre dans ces milieux-là. C'est ça, les épreuves à subir. Les histoires, les clans à l'intérieur, et c'est protégé, et toutes ces choses-là. Voilà, c'est chaud. Mais j'ai tenu. Et puis, négociation sur négociation, j'ai pu avoir un bracelet électronique. Je suis un bracelet. C'est ça, c'est prison break. Guyane, c'est prison break. Je sors un bracelet électronique, mais c'est incroyable. Donc, je sors un bracelet électronique, je vais à la commune parce qu'apparemment j'ai des papiers. Ils me disent, oh, mais on a retiré vos papiers, monsieur.
Parce que, en fait, ces choses sont passées. C'était au moment où c'était chaud et après, baf, ils se sont rendus compte que c'était trop tard. Bref, les dossiers déjà partis. On dit, bon, il faut qu'on annule ça. Mais je suis déjà dehors. Donc, quand tu as un bracelet, tu passes à un espèce de tribunal. Tu vois, on appelle ça TAP. On appelle ça tribunal d'application des peines. Où là, en fait, ils doivent juger, voilà, est-ce que par rapport, c'est des conditions, on doit être embrassé, tu as rempli des conditions, donc, mais tous les mois, tu dois passer devant eux pour dire, OK, est-ce qu'on t'enlève les bracelets ou on te prolonge les bracelets? C'est ça, en gros. Est-ce qu'on t'enlève les bracelets ou on te prolonge les bracelets? Et, et donc, moi, je leur dis, mais j'ai pas de papier. Je dis, mais parce que une des conditions pour enlever les bracelets, justement, tu étant en bracelet, on voit que ouais, tu fais une formation où tu as trouvé du travail. Donc voilà, forcément, quand tu as du travail, les horaires, c'est facile, c'est trop compliqué à adapter. Au fur et à mesure, voilà, petit à petit, c'est un cheminement, hein, et puis on te l'enlève, quoi. Mais là, moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et ils savent qu'ils peuvent pas, dans la loi, me remettre là-bas parce que j'ai rien fait. J'ai pas commis d'infraction. Donc, ils peuvent rien faire contre moi. Et alors, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, donc, je suis resté comme ça, en bracelet, sans travail, sans formation, parce que je peux pas faire, parce que j'ai pas de papier. Parce que j'ai reçu ordre de quitter. Donc, j'ai fait des démarches pour ne pas avoir l'ordre de quitter. Donc, je travaille dessus avec les proches. Voilà, tout le monde écrit des lettres. Oui, on le connaît depuis qu'il est petit. C'est un enfant d'ici, de la Belgique. Bon, tous ces trucs-là, tous ces paplards-là. Donc, et puis, tu as ordre d'équité, ça s'est stagné, ça s'est calmé. Il dit, OK, voilà, tu peux encore, pas ordre d'équité, mais bon, tes situations, c'est chaud. Les Pangui, des gens que je connais, moi, qui sont rentrés en prison deux, trois allers-retours, on les a levé les papiers, on les a renvoyés en Afrique, refoulés. Il y en a plein comme ça. Et puis, moi, je suis là, je dis, mais de toute façon, on verra ce qu'on verra, tu vois, mais en tout cas, je suis resté comme ça pendant 2 ans et demi en bracelet électronique. Parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Je passais toujours, c'était même plus chaque mois, c'était chaque 3 mois, parfois chaque 6 mois, ils m'appelaient parce que c'était chaud. Ils disaient, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça avance ton dossier. Alors, en même temps, on voit, tu n'as pas commis d'infraction. Après, alors, je vous épargne les conditions. C'est des conditions, en fait, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance de respecter ces conditions. Mais j'ai tenu. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, hein, donc je suis sorti, et puis l'ego est toujours là. Je suis à la maison plutôt, donc je respecte à fond parce que je ne vais pas encore retourner là-bas. Hein, l'ego est là, tu connais les gens, les choses évoluent à Bruxelles aussi. Et certains ont grandi, certains ont pris conscience que voilà, c'est vraiment pas une vie, d'autres sont incarcérés, d'autres justement, ils ont tellement été méchants, pour qu'on se comprenne, le karma aussi est venu, qu'eux-mêmes ils ont subi des choses avec les plus jeunes qui sont occupés de venir aussi, parce que c'est un système qui attire tout le monde. Donc, les jeunes, ils ont grandi et aussi ils veulent faire comme tout le monde. Donc, on est dans un système comme ça. Et moi, je suis encore là en retrait, mais voilà, il y a cet ego-là, justement, tu vois. Les gens, ils disent, ah, c'est lui, il est sorti, donc tu es là comme ça. Donc, voilà, c'est très trash. Et toujours, la possession commence à revenir encore plus fort, j'ai l'impression, dans ce milieu-là. Et donc, ou alors les épreuves. Je suis occupé de subir encore des épreuves. Donc, je reste comme ça 2 ans et demi. Et puis, il y a un moment donné, ils disent, ben, c'est chaud quand même, il n'y a pas moyen, tu vois. On a tout fait, donc on va enlever ce bracelet de cette personne. On m'enlève les bracelets. Je rechute dans ces milieux, mais différemment, en fait. Donc, c'est plus. Donc, pendant ça, là, rappelez-vous, hein, les années ont passé. Hein, et ce qui s'est passé, ça a calmé indirectement beaucoup de choses aussi. Mais en même temps, ça a aussi créé beaucoup de situations. Il y a eu beaucoup de jeunes aussi qui ont perdu la vie sur dans les mêmes concepts ou autres concepts. Et beaucoup aussi ont fait quand même.
cette étape d'aller assumer les choses parce qu'ils ont vu les réactions qui ont été faites avant, donc d'assumer les choses. Voilà. Le fait d'assumer, déjà, ça apaise aussi beaucoup dans ce monde-là, les familles aussi. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées, hein. Donc, n'oubliez pas, hein, moi, c'est 2005 et je sors en 2011 et j'enlève mon truc en 2013. Vous voyez, donc ça fait déjà beaucoup d'années qui sont passées, hein. Donc, c'est pour ça que je dis, je coupe, parce que sinon, c'est trop. Beaucoup d'années. Et puis là, je dis, bon, ça fait des années, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas d'argent. Et là, je commence à vouloir faire d'autres business. Vous voyez ce que je veux dire? On veut rentrer dans d'autres business et plutôt discipliné. Donc, on fait les choses correctement dans ce milieu-là. Et Matongé. Vous voyez, hein? Matongé, ça crée beaucoup de phénomènes encore dans ce monde-là parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, etc., etc. Et puis, voilà, beaucoup de choses qui fait que non, j'ai subi une autre incarcération. Sous bien notre incarcération. Donc, je retourne à Forêt. Incroyable. Je retourne à Forêt. Et donc, à Forêt, là, je me rends compte d'une chose. Ouais, tout ce qui est céphétique, voilà, tu les règles déjà une grosse partie ici. Et si tu n'as pas le temps de les régler, tu vas venir les régler. Tu vois, pour vous épargner des détails. Et moi, c'est voilà là. Euh, je rentre à Forêt et j'ai fait. Enfin, quand je rentre là, donc, quand je rentre là-bas, j'ai une condamnation plus révocation. Révocation, en fait, ça veut dire quand j'ai les bracelets, c'est-à-dire, c'est ça, hein, ça veut dire qu'en fait, j'ai 13 ans, 6 ans après, j'ai le bracelet, donc il me reste encore des années à faire. Ça ne veut pas dire, c'est pas tomber dans l'eau, hein. C'est-à-dire ta peine, elle est là, en fait. C'est juste, tu peux être libérable à un moment donné, mais avec des conditions, mais ça ne veut pas dire que le reste est toujours là. Donc, je continue à subir ma peine qui continue, hein, qui continue. Et, et là, je suis là, je dis, mais comment je vais faire cette fois-ci parce que je n'ai pas de papier, c'est foutu là. Donc, c'est-à-dire, espoir d'avoir un bracelet, quoi que ce soit, il y a plus cet espoir-là en fait. Parce que la première fois, c'était par erreur. Et là, je ne crois pas que ça va être par erreur, c'est pas possible. Les guides, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une association qui s'occupe des sans-papiers. Je suis OK, j'écris. Il y a une fille qui vient me voir, une jeune, vraiment novice dans ces domaines-là. Et je lui explique la situation, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et il dit OK, il fait des démarches, parce qu'elle était déterminée dans son nouveau travail, je crois. Vraiment déterminée, il fait des démarches, les Pangui. Je suis incarcéré. Les Pangui, 2 minutes, je vais mettre la batterie avant que ça coupe, parce qu'on sait déjà que le guet dur, il est juste là, et temps de le brancher. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc, euh, je vois qu'en fait, oui, c'est incroyable. Elle fait des démarches, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, je me retrouve en étant. Donc là, du coup, ouais, je ne suis pas à Forêt, hein, je suis juste à côté Saint-Gilles, Saint-Gilles. Donc, je me retrouve, on me dit, messieurs, c'est bizarre, mais vous devez sortir une journée
aller à la commune de Saint-Gilles, signer pour avoir votre carte d'identité et puis rentrer en prison. Donc, je dis, mais OK, mais quel plan? Donc moi, je me dis, OK, pas de souci. Je sors. J'ai je signe des papiers. Donc apparemment, on m'a donné les papiers. C'est-à-dire, dans ma tête, j'ai même cette pensée-là parce que je me dis, avec les titres que j'ai, la condamnation que j'ai, je suis désolé, quel intérêt de donner à une personne comme ça? Je veux dire, ça va de soi, quoi. Je veux dire, je suis quand même assez logique là-dedans. Je me dis, mais en fait, non, je suis assez moi-même, hein, je suis gouverneur de quelque part, là, je crois pas que je vais faire ça. Tu vois, quel intérêt même, tu vois? Mais oui, tac, monsieur, tac, je signe, ok. Voilà, quelques semaines après, voilà, ma carte arrive, donc j'ai ma carte. Je refais mes démarches. Je suis dehors, bracelet. Donc, je suis dehors, bracelet. Et, et donc là, qu'est-ce qui se passe encore? J'essaie de courter, hein? Tu vois, papa, quel game, c'est incroyable. J'essaie de courter, hein? Et je suis dehors, donc qu'est-ce qui se passe encore? Là, je suis plutôt, commence à prendre conscience. Je suis quand même aussi pris de l'âge. Je commence à voir, donc je sors, je commence à faire des formations concrètes, hein, des formations concrètes, et des rencontres de cette formation-là m'ont ouvert beaucoup de portes. C'est des personnes qui m'ont accepté direct. C'est vraiment, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, dès que je croisais des gens qui n'ont pas été dans le jugement, en fait, il y a eu des liens très forts, des énergies très fortes qui sont faits, et ça m'a ouvert des portes et ça les a été bénéfiques aussi, en fait. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et c'est le cas aujourd'hui là où je travaille, hein. C'est ça. Dès qu'ils ne sont pas dans le jugement, en fait, les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que c'est une formation euh, d'animation que j'appelle en étant incarcéré. Je dis oui, je vais sortir tel jour. En fait, c'est votre formation m'intéresse, mais je suis là. Il m'a dit ok, y a pas de problème, viens, on va parler. Et je sors et me rencontre et puis on parle et puis donc je fais ma formation qualifiante. C'était 6 mois. Et ils m'ont trouvé très intéressant dans la réflexion, dans la manière. Donc, c'est le domaine des enfants, hein. Déjà, domaine des enfants avec un casier. Domaine des enfants, je suis là, je fais ah, ils me trouvent très intéressant. Et moi, c'est les côtés justement d'Afrique qui voyaient, hein, parce que ça me parlait beaucoup, parce que c'était des méthodes, je ne sais pas comment vous expliquer. Je leur, on va faire un atelier terre glaise. Moi, je fais oui, mais nous, en Afrique, on n'achetait pas la terre glaise. Dès qu'il pleut, il y a de l'eau, on prend la boue qui est là et on fait la terre glaise. On travaille comme ça. Je dis, ah ouais, c'est le côté créatif. Il dit, oh, on va acheter des fils de fer pour faire des trucs. Ah, non, nous, on prenait les batteries des voitures, on les dépaissait, on prenait des fils et puis on faisait des. Bref. Donc, ils m'ont trouvé intéressant. Et du coup, ça crée un lien. J'ai évolué dans cette formation. Euh, et donc, donc, c'était une formation d'animateur, et puis animateur, coordinateur, et puis je suis devenu formateur là-bas. Donc, je formais les animateurs, donc c'était vraiment très intéressant. Et, et là, les Bakoulou, toujours entre les deux, vous voyez un peu, hein, entre les deux, comme ça, voilà, tu vois. Je suis pas tout à fait, hein, un peu escroc, toujours escroc VIP, mais escroc VIP propre. Escroc VIP propre, hein. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un de très posé, très honnête. En fait, c'est toujours cette énergie-là a toujours été là chez moi. Vraiment, c'est pas, c'est pas la personne qui va vouloir te voler ou t'arnaquer. C'est pas ça. C'est vraiment les concepts guerriers céphétiques. C'était ça, c'est ça mon problème. À ce moment-là, en tout cas, c'est les côtés concepts guerriers céphétiques, en fait. Mais sinon, dans tout le reste, on fait les choses, quoi. Escroc gentleman. C'est ça. Escroc gentleman.
Donc c'est ça, avec Zola, en plus. Donc c'est ce côté-là, en fait, hein. Donc voilà, tranquille, mais voilà, hein, attention, fais pas trop le malin, des choses comme ça. Et donc j'ai évolué avec eux. Donc j'ai réfléchi en même temps, comme ça j'ai courte, hein, parce que sinon les pangués, on va rester longtemps. Moi, c'est avec beaucoup des Zola, mais au stade où je suis obligé d'aller jusqu'au bout, plus ou moins. Et donc j'ai dit, ouais, donc c'est vraiment magnifique. Et les Bakulu m'ont permis alors. Après, j'ai eu beaucoup de déceptions heureuses aussi, hein, pendant ce temps-là, faut pas oublier. Il faut savoir que quand j'avais 18 ans, je suis rentré, j'avais une copine, etc. Donc, moi, puis voilà, c'était brisé. Ça aussi, ça m'a brisé, mais j'ai tenu. Et puis, en sortant, ce côté, en fait, moi, vraiment, la relation avec les filles, voilà, je suis un peu méfiant. Donc, voilà, vous voyez, hein, les guerriers, non, sont bizarres. Donc, et là, je suis dans une attitude, je venais d'être une autre déception encore. Tu vois, les épreuves débat pour une autre déception qui m'a forgé. En fait, je me dis, en fait, moi, c'est fini, ce genre de concept-là des filles. J'attendrai les bons moments. Là, maintenant, je dois me concentrer dans mes affaires, des choses comme ça. Et donc, les Bakoulou m'ont permis quand même de rencontrer ma femme. Mais du coup, dans une période où justement après, beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes, vraiment, faut dire ce qu'il y a. Beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes. Ma femme, elle est d'origine iranienne. Et donc, tu vois, les concepts déjà dans l'idéal, je dis là, j'ai ah, moi, sûrement africaine, hein, tu vois, réellement, c'était ça le concept, hein, c'était ça, voilà. Je n'étais pas dans d'autres processus. Et puis, rencontre s'est faite, les, les, les valeurs se partagent, la compréhension. Et moi, mon esprit de ah, tu vois, et je veux dire, ça avait canalisé ça. Donc, je dis, ah, c'est, tu vois, moi, j'étais un râleur, je suis un râleur. Je râle, têtu et râleur. Têtu, râleur et énervé. Et elle, c'est le contraire, quoi. La douceur. La douceur, la douceur, la douceur. Donc, ce qui fait que non, je me dis, ah, au moins, ça passe. Et comment elle arrive à encaisser ça? Comment elle arrive à... Je vous dis, hein, il y a eu d'autres, mais c'était pas possible d'encaisser parce que c'était traumatisme. Comment elle arrive à encaisser ça? C'est bizarre. Et ça crée des méfiances aussi. Elle encaisse trop, c'est bizarre. Mais je me suis dit, ah, est-ce que c'est ça que les Bakoulou veulent ou quoi? Enfin, j'ai pas dit, à ce moment-là, je pense pas à Bakoulou, hein, vous voyez, hein? Je dis, l'univers, c'est ça que l'univers veut ou quoi? Mais je fais encore une petite pause, je reviens, Castoré, faut pas oublier qu'à à Forêt, je m'étais converti à l'islam. J'étais musulman. Donc, musulman, avec mon pratiquant, guerrier, pratiquant, avec des valeurs, et ça me parlait assez parce que je disais, voilà, moi, comme je suis quelqu'un d'homme d'honneur, et voilà, c'est pas des personnes qui se laissent faire parce que les chrétiens là-bas, c'est trop de pleurs, etc. Donc, voilà, Kamit, black muslim, voilà, black muslim. Donc, déterminé, voilà, voilà, ça c'est important de dire ça parce que ça a un lien vraiment. Donc, les ramadans, donc, vous voyez, j'étais à Forêt, un an après, plus ou moins, donc ça traînait, ça durait longtemps. Donc voilà, j'étais. Mais après, j'ai vu certaines réalités. Voilà, ça c'est par rapport à mon propre vécu, hein, certaines manières de fonctionner. Et c'est là en fait, je commençais à dire voir l'appel, l'esprit commençait à s'éveiller parce qu'une fois justement, tellement que je me suis posé des questions sur la situation de l'homme noir, sur la place même que l'homme noir avait, tout ça, dans toutes les religions, tous ces concepts. Voilà, je ne vais pas créer des polémiques. Et en faisant ma prière, justement, j'ai dit, mais en fait, il faut que je sache finalement où est ma voie, où je dois aller, où est ma voie. Parce que je n'arrive pas à comprendre où est ma voie en ce moment. Parce que j'ai prié, hein, en tant que musulman, mais avec des pensées autres. Donc, je disais si c'est pas la bonne,
mon chemin. Montrez-moi pour une bonne fois pour toutes, parce qu'après ça, moi, c'est fini. Je peux plus. Je vais aller où maintenant? Je peux plus parce que moi, j'ai toujours eu l'esprit critique. Donc là, je me pose des questions protestants, catholiques, et puis là, j'arrive là, et puis j'évolue tellement bien qu'à un moment donné, ça bug. Je dis, mais c'est pas normal, ça. Et moi, ces concepts-là, justement, je suis pas dans, voilà, je suis vraiment quelqu'un de, voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas de couleur de peau dans ce sens-là. Et moi, en étant un noir, un africain, un noir qui a une histoire très lourde derrière, et quand je vois comment on me mettait encore dans ces trucs-là, je me dis non, c'est pas possible, il faut que j'abandonne. Et après, et donc voilà, ça c'était important. Et puis voilà, en tout cas, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, les pensées commencent à s'améliorer, à me poser des questions. Et donc voilà, parce que moi-même, toute la famille, c'était un Lingala, tu vois, ils disaient, ah, comment musulman? C'est devenu un musulman. Tu vois, parce que là-bas, quand ils sortent là-bas, c'est musulman. Donc c'était un classique. Bon, je reviens alors. Et donc, oui, avec madame. Et, et donc, je suis vraiment entre les deux. Genre, elle avait du concret. Mais moi, je suis là entre les deux, tu fais espérer. Et là où c'est fou, je dis, ce qui est fou avec elle, en fait, c'est que l'acceptation de mon cas, parce que moi, j'ai été dans la vérité, hein, c'est-à-dire que voilà, moi, je suis pas. Tu vois les mecs, voilà. Moi, ma fille est comme ça, comme ça, comme ça. Je dois, j'ai plus le temps de commencer à sortir des mensonges. J'ai vraiment pas le temps. Donc, ça prend, doit laisser, tu vois. Et fait cette acceptation, je me dis, oh, quoi, quand même? Parce que je sais, je me suis posé la question, je dis, mais qui va vouloir d'une personne comme moi? Point de vue relation, hein. C'est-à-dire même leur famille, parce que moi, je voulais jamais partir dans les mensonges, en fait. Ouais, je vais cacher, camoufler pour qu'un jour ils découvrent. Tu vois, c'est trop compliqué. Par rapport à tout ce que j'ai vécu là, c'était trop compliqué. Donc moi, je voulais être cash. Et après, de toute façon, voilà, c'était trop probable que les gens sachent. Donc j'ai dit, ben alors, qui va accepter ça? Un mec comme ça, qui n'a pas de job, un chômeur, même pas chômeur, il n'y a même pas de chômage. Il n'y a pas de job. Et, et qui est rentré pour ça et qui est resté longtemps en plus pour ça. Dans nos familles chrétiennes, c'était chaud. Mais elle, dans sa famille, c'était un truc de dingue. Je me suis dit, oh, c'est, c'est-à-dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le côté, hein, non-jugement. Non-jugement là, ça a ouvert encore des portes, ça m'a mis en confiance. Mais quand même, tu vois, ouais, l'espoir de, peut-être ça va se finir, mais tranquille pour l'instant, tranquille, tranquille. Et donc, c'est resté comme ça. Et puis, un pied là, vous voyez, hein, je fais des choses maintenant un peu plus intelligent, discret, voilà. Je parle pas avec tout le monde, je travaille pas avec tout le monde, des choses comme ça. Voilà, je me forme là-bas de l'autre côté. Un jour, les Pangui, je me retrouve, comme on dit, mauvais endroit, mauvais moment, si on peut dire ça comme ça. Hein? Voilà, j'épargne les scénarios, c'est gyrophare, c'est bougez pas, tout le monde a course-poursuite, voilà. Je me retrouve dans cette situation. Et voilà, les filles. Ah, ok, monsieur. Parce que ça veut dire, t'as affiché, quoi. Vous! Ha! Retour là-bas. Vous voyez? Retour là-bas, mais là-bas, et c'est ça que je voulais en venir. C'est-à-dire que quand tu pratiques qui s'est fait, tu payes c'est fait. Tu peux pas pratiquer, tu peux pas faire les deux. Non. Soit tu choisis ta voie et tu y vas vraiment, et que c'est pas un jeu, mais tu peux pas faire les deux. Donc, moi, j'étais dans les deux. Ok, dans les deux, ok, on y va. Je rentre, et là, je dis, ça va, on va gérer. On va prendre le meilleur avocat de Belgique, un des meilleurs, hein.
On prend l'argent, c'est pas un problème. Vous voyez, hein? L'argent, c'est pas un problème. Je vais vous dire un truc. Tout ce que j'ai pu régénérer comme économie, c'est pas mal, hein? Toute cette économie-là, c'est parti dans, dans l'incarcération. L'avocat, la vie carcérale, manger, nanani, nanana, tout. Vous voyez, hein? C'est-à-dire que si j'avais un budget hein, des, beaucoup d'euros, tout est parti. C'est-à-dire que tu te rends compte, en fait, tout ce que tu fais, tu crois faire des projets avec pendant un moment, tôt ou tard, tu te fais choper, et puis tu ne veux pas rester là-bas parce que c'est pas possible. Donc, quand tu es là-bas, tu es en panique un peu, tu vois, tu veux tout faire pour sortir. C'est ça qui ont souvent ici, on dit, on appelle les grosses têtes, tu vois, les gens qui font des affaires là. Ils n'aiment pas, ils veulent sortir, donc ils vont mettre tous les prix. Ah, payer l'avocat combien? Ah, ouverture des dossiers, c'est 5 000 euros, donne-lui 5 000 euros. Et puis 4 mois après, il dit, ouais, faut augmenter les budgets. Ok, enfin, 2 000 euros, donne-lui 2 000 euros. Ouais, après, il faut passer au tribunal. Au tribunal, combien? Parce que c'est des boss, tu vois, allez, 3 000 euros. Ah, tu calcules, 25 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Ça, c'était le temps que tu as fait là, mais tout, paf, part. Vous voyez, c'est plus ou moins ça, c'est ce qui s'est passé. Et alors là, les Bangui, je retourne, je commence à me poser des questions, je dis, là, les Bakoulou, ils sont en train de travailler en fait pour que je me réveille. Tu vois, là, les Bakoulou, ils travaillent pour que je me réveille. Et là, je me dis, et là, déjà, je commence à vous voyez, hein, donc, depuis ma prière là, voilà, je suis rentré dans une forme de, je suis là, je crois pas à grand chose dans le sens, je sais que voilà, il y a des énergies, mais voilà, je me concentre, je regarde un peu les trucs africains, comment ça fonctionne, voilà, le combat pour la cause. Et là, quand je sors, hein, habitation, madame habitation, madame habitation, c'est-à-dire qu'elle me dit clairement, écoute-moi bien, soit tu fais les choses bien, et si on doit galérer, on galère ensemble. S'il n'y a rien, on est là. Soit oublie. Parce que si tu rentres encore là-bas, parce qu'oubliez pas, hein, tous ces temps-là, hein, c'est madame, hein, tac, aller-retour, hein, ouais, c'est chaud là-bas pour même le truc des visites, c'est fait, c'est un système fait pour que les personnes ne viennent pas, quoi. Donc si une personne vient, c'est qu'elle compte quand même un peu sur, compte beaucoup pour toi. Donc, et ça, c'est un truc qui m'a fait bah, je dis, ouais, soit voilà, on galère tranquille, petit à petit, tu bouges, soit si tu dois encore faire tes trucs bizarres là, oublie. C'est fini ça. Concentre-toi maintenant sur toi. C'est-à-dire là, c'était comme on dit habitation. C'est-à-dire que les guides te parlent à travers elle. L'ego, ouais, reste tranquille. Reste tranquille. Tu veux que ça se passe bien, tu as le choix, tu vois. Parce que là, c'est que moi, je te donne, je te propose, c'est quelque chose de bien. C'est pas des négatifs. Donc, oublie, on fait comme ça. Hein, ça m'a travaillé. Et puis là, quand j'ai accepté ça, il y a une espèce de processus d'auto-guérison qui a commencé. C'est-à-dire que, jour au lendemain, déterminé toujours, hein, c'est-à-dire, en fait, j'arrête de fumer. C'est pas une bonne chose. Ça m'amène nulle part. Paf. C'est un truc de fou, les pingues, hein. J'arrête. Et j'étais là souvent, justement, quand j'étais là, je fais plus rien, donc de temps en temps, bouteille de vin, parce que, angolais, hein, bouteille de vin, je te les tape en moins de 30 minutes, hein, tranquille. Je dis,
j'arrête de boire. Paf! J'arrête de boire. Ah, faut que j'arrête de manger la viande. Je vais manger que du poisson. Paf! Je mange que du poisson. Pendant longtemps, en fait, je pense que je vais arrêter la viande. Mais ce qui est, tout ça, c'est des encouragements et l'acceptation de madame, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de jugement. Tu as envie d'un truc, il y a l'encouragement qui va avec. Vous voyez, hein? C'est ça, en fait. C'est-à-dire que je suis dans un environnement où, en fait, quand je prends une décision, la personne m'encourage. La personne me dit, OK, on va t'accompagner là-dedans. Parce que c'est ma tique. Mais par contre, les autres décisions, elle a dit, hey, c'était ça son équation, en fait. Son équation, c'était, à un moment donné, il faut faire une bonne prévention. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez logique aussi, ben, je dis, ah ouais, c'est logique, en fait. C'est-à-dire que la personne me dit, fais pas de bêtises. Soit je suis possédé, je dis non, mais pourquoi je vais pas faire des bêtises, comment je vais faire? Soit je dis, en fait, ouais, il faut qu'on soit déterminé. Ouais, c'était la gifle du Bakolo. Donc là, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis tranquille, petit à petit, je deviens tranquille. Et, et puis, on rentre dans. Oui, c'est ça, hein. Les changements viennent souvent d'un quinto. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on prend conscience maintenant même qu'on fait qui salue sur nous. On comprend aussi maintenant, on connaît la puissance, hein. Mais avant, on n'a pas vraiment trop d'idées là, mais on sait qu'il y a un truc quand même important qui en fait te dit, ah, c'est une personne en fait qui veut ton changement en fait. Faut que tu sois conscient de ça. Mais là, c'est pas fini les Bangui. Oui, c'est fini l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, c'est fini. Mais il y a un autre combat commence. Il y a deux combats, je vais quand même les dire. Les premiers, un des combats, c'est ça, hein, ça commence. Oui, donc on est dans un étape, ouais, hein, on connaît pas encore comment ça se passe. Là, déjà, je commence à tchatcher de temps en temps. Je parle un peu avec, hein, à l'époque, des petits messages, hein, je découvre l'école que mon je parle avec un tout moi. J'aime bien parce que Ngaji, une fois, je crois que Ngaji, il n'est même pas conscient, il n'est même pas au courant de ça. Je regarde des trucs, des soins, parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai une différence de 3 centimètres dans mes jambes, donc je porte une semelle, donc ouais, tac, ça tape, j'ai mal au dos, donc je deviens fou. Et, et une fois, je cherche des trucs, hein, je suis là, je cherche des trucs, et une fois même, voilà, des questions à tout moi, j'ai déjà posé, il m'a même répondu, bon, c'était bof, quoi, vous voyez, hein, c'était, ah, ok, tac, parce que je suis en mode Kamit, quoi. Pas Kamit à fond, mais quand même Kamit qui, je cherche quand même des solutions. Et donc, et puis, attendez les paroles, parce que je cherche quelque chose, je vais vous dire après. Hmm, j'espère que ça va fonctionner. Parce que c'est un de mes anciens Facebook. Ah, dommage. C'est un de mes anciens Facebook, en fait, où j'ai parlé même en Gagile, mais je sais pas, il n'est même pas au courant que je parlais avec lui à cette époque-là. Euh, c'est incroyable. Alors, est-ce que je vais trouver ça? Ah, ouais. Donc, je pose des questions et puis je vois encore un truc, ouais, Nki Mukili, centre soins, je sais quoi ça. Et puis j'envoie un message. Je dis, est-il possible de discuter avec quelqu'un?
Elle dit bonjour, merci de nous contacter. Nous avons reçu votre message et apprécions votre prise de contact. Ouais, le côté professionnel, là. Et en gros, je parle avec lui, je pose des questions. Je voulais savoir s'il existait un remède contre les douleurs lombaires. Et puis là, ils sont dus à quoi? Il faut comprendre à quoi est liée la douleur. Est-ce que vous êtes du genre à vous occuper beaucoup de choses? Et puis moi, je fais, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Je fais, OK, est-ce que c'est sûr de combien, etc. Et puis je donne les détails plus ou moins. Mais après, tu vois, je suis là, c'est fait, je dis, mais ce mec, je lui pose une question, il me pose des questions, tu vois. Je dis, je comprends pas, tu vois. Tu vois, je lui pose des questions, il me pose trop de questions, tu vois. Et puis là, tu vois, je boude après, tu vois. Je fais, OK, j'ai toujours eu ces douleurs avec ou sans problème financier. Parce qu'il m'a dit, est-ce que tu as des problèmes financiers? Moi, je sors, je dis, mais, là, de quoi il parle en fait? Moi, je lui parle s'il y a moyen d'avoir des soins, des trucs, et lui, il m'embrouille, tu vois? L'ego, tu vois? Et là, je dis, bon, je dis genre, bon, ok, j'ai jamais, c'est pas grave, quoi. En mode, en fait, je dis, ouais, merci d'avoir pris le temps de me répondre, au revoir. Tu vois? J'ai plus voulu rien savoir, tu vois? Et puis, je vois qu'il a réagi, et puis, je dis, ah, ok, merci pour les informations. Bref, vous voyez? C'est-à-dire que je tâte déjà les terrains, tu vois, les connexions c'est fait, mais c'est marrant, hein. Lui, je crois qu'il se rappelle même pas de ça. Faut que je l'envoie un message. Faut que je l'envoie un message dans ce Facebook. Déjà, j'ai engagé, je t'envoie un message Facebook et puis il va dire ah donc c'était toi. Il pourra lire les trucs, mais là il saura même pas. Il sait pas. Je pense pas. Hein, à part si il va les chercher lui-même, il va le savoir. Mais en tout cas voilà. Vous voyez, il y avait un côté c'est énervant, mais en même temps quand même les graines c'est sème, tu vois. Tu vois, je suis là engagé, tu vois, mais moi j'étais au courant de ça, mais lui, il ne savait pas, tu vois. C'est vraiment très intéressant. Et donc là, je cherche, je me pose des questions. Et pendant ça là, et alors, moi et madame, on dit, ouais, faut concevoir, faut un bébé, nanana. Et c'est ça, parenthèse, des années là-bas, tout ce que tu manges. Et puis là-bas, il y a des piqûres obligatoires. Tu vois, je sais pas c'est quel genre de truc, c'est toujours une guerre pour moi de le faire. Parce que j'ai oublié le nom de cette maladie. Mais en tout cas, une fois tous les X temps, 2 ans, comme ça, ou quand tu arrives quelque part, il y a un truc vraiment, il y a un vaccin, tu dois le faire. J'ai oublié le nom de ces vaccins. Et donc, je sais pas, hein, après, on va pas rentrer dans les concepts des complotistes, hein, mais voilà, après tout ce que tu manges, tous les stress qu'il y a là-bas, ça fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, ils peuvent avoir des difficultés après, pour tout ce qui est fertilité, en fait. Et donc, et donc voilà, madame, on est là, c'est chaud. Alors il fait, ah, ben voilà, faudra voir les gynécos, des choses comme ça. Et, et puis, essayer des petits remèdes naturels, des trucs comme ça. Et puis, j'ai failli, vous voyez, les concepts de tester, avoir un échantillon de spermatozoïdes pour voir c'est quoi le problème. Ou alors, après ça, donc avoir assez pour voir c'est quoi le problème. Si c'est bon, alors faire in vitro. Vous voyez les concepts. Donc, là, je vous dis, hein, je suis encore dans un concept normal, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai pris rendez-vous, l'hôpital et tout, tac. Je me dis, oh, c'est chaud ces trucs-là. Et déjà, vous voyez, déjà, moi, je fais déjà un travail sur moi, en fait. Je fais déjà un travail sur moi, c'est-à-dire, un travail sur moi, ah oui, ça aussi, j'ai oublié, on revient à prison, forêt. C'est-à-dire que là, cet univers-là, il y a beaucoup de portes ouvertes dans tout ce qui est femme de nuit. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là-bas, des années sans rapport sexuel, et même au-delà de ça, parce que tu peux vivre sans rapport sexuel, hein, c'est vraiment
l'atmosphère et ce qu'il y a là-bas, les gens, ils sont beaucoup dans la masturbation. C'est un truc où c'est assez présent là-bas. C'est assez présent là-bas. Et donc, vous voyez, hein, ouverture des portes. Ouverture des portes entre les trafics des films porno, tous ces trucs-là. Donc, ouverture de portes énorme. Vous voyez? Donc, moi-même déjà, je fais un travail sur moi déjà. Et alors, ces genres de pratiques-là, ma fierté me dit quoi? Je vais aller me masturber pour qu'ils puissent puis ramener ça là-bas. C'est un truc, voilà, j'étais là, ça va pas. Mais rendez-vous, je me suis du coup, moi aussi, je me pose des questions. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est-à-dire que c'est chaud quand même. Il faut savoir c'est quoi le problème. C'est-à-dire que ça y est, c'est plus fonctionnel. Et ça, je la faire vite, hein. Donc, j'arrive là-bas. Et donc, les concepts, tout ça. Et en tout cas, je ramène. Non, les Bakoul m'ont fait un truc, en fait. Je sais pas comment je dois vous l'expliquer avec beaucoup de respect, hein. C'est-à-dire que ce qu'il est censé faire dans le flocon, c'est tomber par terre. Donc, je ramène un flocon quasi vide, ils les prennent et puis ils me disent, ouais, non, le médecin dit, oui, mais en fait, il n'y avait pas assez pour pouvoir l'utiliser pour faire quoi que ce soit, en fait. Et puis il dit, ah, ben, il me dit, mon frère me dit, apparemment, c'était chaud. Moi, je lui dis, ah, ben, écoute, tu vois, franchement, c'est un truc compliqué pour moi et tout. Je crois pas que je vais le faire, c'est fini, moi, je vais pas le refaire et tout. Et puis pendant qu'il disait ça, et paf, elle était déjà enceinte. Paf, ok. Et ça, je vous dis, ça s'est passé, elle était déjà enceinte, mais on a mis ça sur un. Ça, je l'ai fait, je reviens directement dans le présent. On a mis ça sur les comptes, oui, parce qu'il y avait aussi des trucs, des petits sachets qu'on prenait, ça travaillait. Ok, moi aussi, je dis sûrement, hein, c'est ça. Et puis, là, bientôt, quelques mois, et renouvelle encore, des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles-là, madame, quand elle vient chez moi, elle me dit, tu vois les sachets là, faut qu'on les prenne encore. Moi, je dis, non, 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 non. Moi, c'est fini, ça. Ça, ça dit, j'ai fait un travail sur moi. Je me nettoie. C'est bon pour moi. Je dis, non, non, comment, mais tu peux quand même prendre ça. Non, 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 je fais un travail sur moi. Pendant qu'on dit ça, en fait, c'est déjà dedans. Le match est déjà joué. Vous voyez? Donc, voilà. Ça, c'est entre parenthèses. Mais je reviens alors. Et là, en fait, chaque fois que je cherche du travail, on me dit c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que bon, parce que je trouve pas, hein. Et parfois je trouve, et puis quand on arrive au goal, goal. Et parfois quand on arrive à un entretien, en fait, certificat des bonnes vies et mœurs, ça bloque. Parce que le titre, il est clair. Le titre, c'est pas. Il y a un seul titre. Il y a un seul titre. Il faut savoir que les autres problèmes que j'ai eus, j'ai pu trouver une solution justement avec les avocats, hein. Je vous dis, quand même, ils jouent certains rôles qui, en fait, voilà, tout ça, tout ça, ça ne soit pas dans le casier. En tout cas, les casiers, il est clair, il y a un seul titre et c'est clair. Et c'est grave. Donc, j'ai dit, bah, ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le mec la personne, le monsieur de la commune, il me dit même vous, avec ça, vous voulez travailler avec les enfants. Jamais de la vie, vous allez travailler avec les enfants. Faut pas chercher. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, monsieur. Et qui ça doit continuer. Et bon,
j'ai précisé, ça aussi, j'ai sauté ces des étapes, hein. C'est-à-dire là où j'ai fait ma formation, j'ai été formateur et puis j'ai travaillé là-bas quand même, hein, parce que là, ils connaissaient déjà mon dossier. Donc, j'ai travaillé, j'ai formé, j'ai travaillé en tant qu'animateur, en tant que coordinateur. Voilà, j'ai fait X temps et puis le contrat était fini. Donc, voilà, parce que c'était vraiment beaucoup de bénévolat, beaucoup de contrats de remplacement. Et à un moment donné, voilà, c'était compliqué, mais bien qu'ils étaient vraiment attachés à moi. Et du coup, ils ont continué à travailler derrière. Donc, c'est-à-dire qu'ils faisaient du forcing au big boss là-bas pour qu'il m'engage. Je dis parce que c'est ces mecs qui ont levé dans notre équipe. C'est pas possible. Le big boss, c'était un peu compliqué. Et puis, le big boss de là-bas a dû trouver une connexion pour m'engager, quoi. Et puis là, on m'appelle, il dit, ouais, mais en fait, on a trouvé un endroit pour toi. Et cet endroit, je dis, ah, ouais, toi, tu connais Big Boss, tu connais mon cas. Il dit, ouais, t'inquiète, ils sont au courant. Je dis, oh, et ils veulent quand même, oui, parce qu'on on sait de quoi tu es capable. Donc, c'est-à-dire que ce qui était prévu, c'est fait. C'est-à-dire que c'est comme si, bon, c'est pas le but hein, d'aller voir, retourner voir les messieurs. Monsieur, vous savez où? J'ai un contrat à durée déterminée, vous savez où? Avec des enfants. Des enfants? Oui. Oui, parce que avant, en Belgique, en tout cas, c'était ce qui est important, c'est qu'il y avait une loi sur. Le plus important, c'est de ne pas avoir un casier judiciaire en lien avec les mœurs, avec les enfants. Donc, tant que tu n'avais pas ça, donc on appelle ça certificat de bonne vie et mœurs, modèle 2. Modèle 2, c'est lié avec tout ce qui est mœurs. Donc, avant, quand je prenais mon modèle 2, avec les mœurs, c'est néant, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas des viols ou des pédophilies. Donc, voilà. Mais après, avec tous les processus qui étaient dedans, qui a changé, ils donnent maintenant un casier général. Ça veut dire que moi, je peux comprendre les patrons entre faire un choix entre quelqu'un qui n'a pas de casier et quelqu'un qui a un casier avec un titre et des, des fous. Le choix est vite fait. Je peux comprendre. Moi, je comprenais même les gens. Hein. Mais sauf que là où je suis, ils connaissent les cas, ils connaissent toi. Entretien d'embauche avec tous les responsables. On parle cash, on parle clair, on dit il n'y a pas de problème, nanani, nanana. Et tu signes CDI, donc, et je suis quoi depuis un certain moment. Hein. Donc, donc, pour dire que je n'ai pas abandonné, je cherchais toujours dans ces domaines-là. Je n'étais pas dans le concept. Ah, je ne trouve pas, alors je prends tout ce qui me vient. Je dis, bon, là, j'étais formé là-dedans, je suis là-dedans. C'est-à-dire que sans les vouloir, enfin, sans les vouloir, je ne sais pas sans les vouloir, mais en tout cas, la pensée était focus là-dedans. Et puis, donc, ça a ouvert beaucoup de bonnes portes. Et puis là, la connexion qui monte tout, c'est comment ça s'est faire. Et je me rapproche de l'école maintenant, je commence à regarder les sites, comment ça fonctionne. Et je prends des conférences qui sont B, et je suis quand même sceptique, esprit critique, je me pose des questions, je dis oui, parfois oui, mais c'est un peu cher, faut payer, pourquoi faut payer, tous ces trucs-là. Mais en même temps, l'Ekisalo avait déjà commencé en fait. Il y a un truc qui s'est passé. Le fait que déjà j'avais arrêté de manger, de fumer, de boire, de manger de la viande depuis un moment, ça accélérait un peu les choses aussi. Et donc, voilà, j'étais attiré par ça. Et donc, c'était le bonheur pour moi, hein, c'était le bonheur. Donc, et puis, j'ai essayé des techniques, ça prenait. Donc, je dis, waouh! Euh, Comme je disais la dernière fois, je faisais des techniques de canalisation, puis je voyais, ah, waouh, c'est pas. Et donc, voilà. Et puis, la connexion officielle s'est faite aussi, hein, à travers des mini-sommes, parfois des petites siestes, et puis il y avait une forte tremblement dans tout le corps, connexion vraiment, connexion qui monte tout, ou voilà, vraiment un voyage, tu te fais propulser, et puis voilà, tu vois, hein, vous connaissez, hein, tu vois les Grégor qui montent tout, vous connaissez la tête, hein, et donc voilà, tous ces liens-là se font, c'est-à-dire que voilà, les connexions officielles se font, et puis voilà, et là, petit à petit, je commence à prendre les congolos et à avancer calmement, calmement, calmement. Et, et, puis, euh, et puis là, les portes s'ouvrent aussi. Les portes s'ouvrent aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, madame.
Euh, elle est pas, elle est pas, elle est ouverte à ça et parce qu'elle aussi, elle a baigné plutôt dans cet univers, voilà, on va dire, vous connaissez, hein, spirituel. Et donc, du coup, c'est ça. Donc, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et c'est-à-dire que je suis à l'aise chez moi. C'est-à-dire que on m'aide à faire en sorte qu'en fait, je puisse pratiquer quelque chose qui est important pour moi, en fait, qui m'aide, en fait, à évoluer. Donc, elle a compris ça, donc c'est moi le soutien, en fait. Donc, elle m'a accompagné dans ça, et m'accompagne toujours dans ça, hein. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que, bon, là, je suis pas là, mais avant, c'était un petit appartement. Et bon, là, j'ai déménagé, hein, petit appartement. Donc, même là, un petit espace pour faire des bougies dans le salon. Donc, tranquille, quoi. Donc, c'était une bonne chose. C'était vraiment une très bonne chose. Et puis petit à petit, bah, voilà, j'avance à l'école, les initiations, euh, qui, Gataki 1, Gataki 2, Gataki 3, Kinkoko 1, Kinkoko 2. Donc j'avance. Et puis Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3, et puis Ngambazi, jusqu'à Ngambazi aujourd'hui, en Allemagne, avec bonheur. Et Kiseb, donc, et je suis toujours, hein, Kiseb, c'est vraiment un travail donc, qui s'allie aux initiatives solaires, hein, sur les harmonisations énergétiques des chakras. C'est vraiment donc faire un travail sur soi, purifier, nettoyer les chakras, et pour travailler surtout, en tout cas, l'ancrage, ouvrir tous les bimoellos, donc tous les portes, en fait, pour que les énergies puissent circuler et être vraiment en connexion avec les plans supérieurs et donc changer vraiment, purifier, nettoyer la voiture, la voiture. Donc, nettoyer la voiture, nettoyer les nids, tout pour qu'en fait, tu puisses canaliser, tu puisses être en connexion avec les énergies supérieures et vivre les games, travailler sur les games. Donc voilà, j'y suis toujours. Et c'est quelque chose de très important que moi, j'encourage les Pangui à faire. Moi, en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était les Congolos. À part la haute initiation, hein, moi, les Congolos et Kiss Ebb qui ont joué un rôle très important pour moi. Et Congolo 1, Congolo 2, Congolo 3, c'était vraiment les feux. Ça m'a ouvert les portes. Ça m'a permis vraiment de continuer les Kisalou. Et bien sûr, il y a des doutes à chaque fois. Parfois, voilà, se réfère un peu à, hein, Kintuni, hein. Il y a tous ces trucs-là qui étaient venus au même moment parfois. Mais c'est des épreuves, parfois des attaques. Quand je commençais à comprendre ça avec le bouclier, c'était magnifique. Et donc, ça m'a permis justement, alors, le fait d'être un gars, d'avancer, hein, parce que le but, c'est d'avancer. Parce que là, Internet, donc, centre Kisalou. Donc, je sais pas comment, ça va être kisalou.com normalement. Donc, c'est des centres Kisalou qui va permettre d'accompagner les Bangui qui veulent faire aussi un Kisalou. Et donc, bien, c'est pas dans très longtemps, donc ça va être fait. Et l'entreprise aussi s'occuper de se créer parce que c'est intéressant, mais c'est pas encore très intéressant pour moi dans le sens, il faut aller beaucoup plus loin et vraiment faire du. Et les sites, ça va permettre vraiment à des banques de profiter de tous les soins qu'il y a. Et moi, en tant qu'Ingambasi, il y a pas mal de soins qui sont là. Et une fois que le site est là, j'aurai peut-être l'opportunité aussi de faire un live où je vais parler de ces soins-là concrètement. Comme ça va être l'opportunité à ceux qui veulent être accompagnés afin de rentrer en contact, en connexion avec les plans supérieurs, ben,
On est là pour ça, c'est notre mission aussi d'accompagner à travers notre saut qu'on a reçu, hein, à travers les sauts qu'on a reçus à l'école initiatique Kimuntu, mais ça nous permet justement d'être d'ouvrir les portes, voilà, d'ouvrir les portes pour, euh, pour vous mettre en relation en fait avec les guides, vos guides, vos guides vos guides, vos totems, voilà, tout ce qui est une monde supérieur pour vous accompagner en fait dans votre Kisalu. Donc voilà, c'est ça notre rôle. On est là pour ça. Et donc les centres Kisalu a été canalisé. Hein, c'est les centres des guides, c'est pas mon centre, c'est les centres des guides. Hein. Donc et moi en tout cas, l'idée c'est que ça reste pas que sur Internet, ça reste pas juste un site Internet pour faire des soins. Il faut des actions concrètes. Et il faut que je dise un jour, oui, il y a les centres qui saluent, qui existent, les bâtiments en présentiel qui est là, qui mènent des actions sur les terrains, hein, sur mon territoire. Pour l'instant, le territoire, c'est ici, la Belgique. Et peu importe où je vais être, l'idée, c'est que ça mène de l'action. Centre qui salue en Belgique, ça doit avoir, et aller beaucoup plus loin. Euh, Temple Kimuto en Belgique, faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Moi, l'idée, c'est pas de se limiter à juste avoir un site et puis faire des soins. C'est une bonne chose, mais il faut aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus loin, voir beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, les travaux que les Pangui aura envie de faire. En tout cas, faut savoir, à moi, à l'heure actuelle, je suis un gars, Mbazi, maître médium. Mais il y a des gars, il y a des gars qui coco qui sont là, qui sont là, à travers les gars Gataki, on peut faire beaucoup de choses, des soins, des éléments, soins Gataki avec Maman aussi, avec les gars Coco, on peut faire beaucoup de choses, les soins avec les pierres, les matadis, les soins avec les biménina, les plantes, les soins totémiques avec les biboulous. Donc tout ça, en fait, fait partie des panoplies des Kisalou, des travail à faire, en fait. Donc voilà. Et la famille continue de s'agrandir, donc on est beaucoup. Donc n'hésitez pas en fait à prendre vos places et n'hésitez pas vraiment à vous soigner. À vous soigner, c'est très important. Parce que, n'oubliez pas, hein, on est constamment, comme je dis, hein, pour moi, hein, ça, on est en enfer ici. L'enfer, c'est ici. C'est une matrice fantôme ici. Donc, il faut constamment se battre. Mais il y a moyen de faire en sorte, en fait, de dompter la matière, c'est-à-dire dompter cette réalité, vivre en harmonie, vivre tranquille, vivre en paix et avoir des boucliers nécessaires qui vont vous empêcher d'être attaqué. D'être attaqué. Donc, c'est très important de se soigner. Donc, voilà. Et après, chacun son niveau, hein, c'est le niveau de conscience, chacun son niveau, mais en tout cas, toujours être conscient de regarder l'autre, regarder le côté divin de l'autre, ne pas être dans le jugement. Ne pas être dans le jugement parce qu'on vient tous de loin, on vient tous de loin et l'idée c'est de tenir bon. Et l'idée c'est de tenir bon, avoir les mentales. Et pour avoir ça, en fait, c'est des boucliers, c'est soigner, c'est purifier, en fait. Être habité. C'est-à-dire, ouais, hein, habiter, c'est les clans des Mahatiques. Ou posséder, c'est les clans des Séphétiques. C'est un choix. C'est un choix. Mais, comme on dit, le game, il est dur, mais c'est le game quand même.
Donc, on doit apprendre à jouer petit à petit. Parfois, on a tous parfois des galères, des difficultés, des incertitudes, mais ne jamais abandonner. Ça, c'est très important. Ne jamais lâcher, avoir le mental, détermination, c'est très important. Moi, je pense que c'est ça qui est, enfin, c'est pas moi, hein, mais je veux dire, l'énergie, les maximes de détermination, il a toujours été avec moi. C'est ça qui, ça m'a guidé, ça m'a sauvé de beaucoup de choses, cher Pangui. Donc, je tiens quand même à dire, mon lait vaut, à quand même les familles d'une manière générale, parce que surtout en Belgique, les familles d'une générale qui ont dû subir toutes ces choses-là, hein, toutes ces choses-là. Vous voyez, hein, c'est vraiment, je suis pas dans le regret, je me culpabilise pas, vous voyez, c'est-à-dire que moi, je sais qu'est-ce qui se passe, je connais, et dans le sens, quand je dis je connais, c'est-à-dire que, voilà. Mais d'une manière générale, quand même, par rapport à passe, tout ce qui s'est passé, et nous, maintenant, en tout cas, qui on est là, on doit prendre soin de nos frères parce que souvent, quand ils sont dans ce genre de situation, c'est des personnes qui sont possédées. Ça veut dire qu'ils sont habités par des entités, soit de la colère, soit de la haine, soit de la prostitution, soit voilà, de l'avarice. Tous ces émotions, tous ces comportements, c'est ça en fait. Et quand on est conscient de ça, en fait, déjà, si on prend conscience de ça, c'est déjà une très bonne étape, en fait. Donc, et nous, on doit savoir les accompagner, nga ou pas nga, en fait. On doit savoir les comprendre et être indulgent avec eux, en tout cas, les parler avec Zola pour qu'ils puissent prendre conscience. Parce que la majorité des personnes comme ça, moi, je vous dis, c'est des gens, c'est des très belles âmes. Souvent, je n'ai pas dit tout ça, parce qu'ils sont possédés. Mais la majorité, c'est des très belles âmes. Et même là, quand je vois certains des anciens camarades, qui étaient des gens terribles, vraiment, qui moi-même, certains sont, quand je vois leur évolution, je vois que c'est plus les mêmes personnes. On sent qu'il y a eu des connexions. Et d'autres que je les vois, donc après, c'est des choix, parfois c'est des malédictions familiales, parfois c'est des malédictions des familles. Parfois, c'est justement tellement qu'il n'y a plus de racines. Il n'y a plus de racines du tout. C'est chaud. Mais il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est une chose très importante. Il n'y a pas de fatalité. Donc, si nous, on montre déjà l'exemple par la posture, juste en étant sans jugement envers ces personnes, je crois que c'est comme si on s'aimait déjà des graines dans leur cerveau. On s'aimait des graines. Si on leur montre beaucoup d'amour, en fait, les os là, ça prend au-dessus de tout. Et c'est ça que souvent, nous, on a du mal. Parce que ces gens-là, on a souvent tendance à les juger. Dire, ah, les voyous là. Ah, voilà. Ça ne veut pas dire qu'en fait, faut être soumis à tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a notre posture. Mais faut savoir se protéger, bien évidemment, hein. Il faut savoir se protéger, mais être dans le non-jugement. C'est ça, c'est surtout ça le message. Être dans le non-jugement. C'est-à-dire que voilà, il fait ça, ok, tu fais ça, mais c'est pas comme ça que moi je te vois, mais tu fais ça, ok, mais, ça va rien changer aux eaux là que j'ai pour toi, en fait. Ça va rien changer parce que je sais que à toi, tu fais partie du divin. C'est ça, en fait, que je voulais dire. En tout cas, les Pangui, Matondo, Bamingi, vraiment de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas, hein, si je dois envoyer des invitations, parce que j'ai quand même, hein, 3 heures de temps, j'ai beaucoup parlé. Et alors, peut-être, je ne sais pas, hein,
Je vais voir les Pangui, mais c'est vrai qu'il est tard. Ça dépend où vous êtes. Mais en tout cas, je vais voir si vous voulez faire quelques commentaires ou alors on s'est dit en tout cas beaucoup des os là. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas. Ah ok, je viens de comprendre quoi. Euh, J'essaie d'envoyer les liens, mais ça me dit que. Oh là 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 là. Ah, donc vous voyez les liens. Donc voilà, les Pangui. En tout cas, ceux qui veulent rentrer, qu'on parle quelques minutes, vous êtes les bienvenus, hein. C'est vrai que les Kaboula étaient longs. Alors, sinon, on s'est dit, Matondo Bamingi, d'avoir écouté ces Kaboula. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez nombreux. Et, et donc, on se fera sûrement demain, hein. Demain avec notre maman Ngankenge et notre maman Nga Okande, hein. On sera là, rendez-vous à 20h30 pour ceux qui sont disponibles pour les podcasts. Donc voilà, les Pangui, s'il n'y a personne qui rentre, alors on s'est dit beaucoup désolé là. Matondo Bamingi, donc c'est par le nom sacré des mamans Ndombi on va mettre fin à ces lives avec beaucoup de Zola. Alors, on se voit très bientôt. Matondo, Matondo, Matondo. Zola, Zola. Allez, bye bye.